si quelqu'un est l'employé d'une entreprise, ce qu'il crée dans le cadre de son travail appartient à l'employeur. C'est un studio qui, justement, se lance, release un trailer sur YouTube, essaie de faire du bruit partout dans la communauté, puis en reçoit une mise en demeure, puis comme, non, là, vous avez 10 jours pour tout changer, mais les éléments critiques où on peut faire des erreurs vont se compter sur les doigts d'une main. Prenez pour acquis que tout peut être négocié. Tout. Il n'y a rien qui est absolument non négociable. Could be better podcast. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Could Be Better, le podcast fait par et pour les pros du secteur du jeu vidéo et des industries créatives. Je suis très content aujourd'hui de vous recevoir. On va parler d'un sujet, ils sont tous centraux les sujets qu'on évoque, mais celui-ci est d'autant plus et il arrive beaucoup trop tard à mon goût. On va parler de propriété intellectuelle. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir que nul autre Vincent Bergeron pour en parler. Donc salut Vincent, très content de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Je sais que ton agenda est super rempli, on va en parler un petit peu aussi. Donc, je suis très content que tu sois là. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter un petit peu rapidement avec mes mots, puis après je te laisserai te présenter avec les tiens. C'est toujours plus fun aussi. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent, il est... coupe-moi si jamais, parce que j'ai mes notes, mais des fois je pars dans tous les sens. Mais ça qui est fun, des fois. N'hésite pas à me couper. Je t'en prie. Vincent il est directeur, avocat, agent de marque de commerce chez Robic, Exact. où il dirige le groupe des technologies. Je dis où, mais je peux dire tu en fait. Où tu diriges le groupe des technologies émergentes. Depuis plus de 15 ans, Vincent accompagne des studios de jeux vidéo, des startups et des entreprises technologiques dans la protection, la défense et la valorisation de leurs actifs de propriété intellectuelle. Jusqu'à là, j'ai bon, right? Tout va bien. Parfait. Son terrain de jeu préféré, les marques, les droits d'auteur, les contrats, les stratégies d'IP, notamment dans les secteurs comme le jeu vidéo, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles d'affaires technologiques. Son objectif, il est simple, permettre aux créateurs et aux entreprises de conserver le contrôle de leur création, même lorsque le succès euh, attire investisseurs, éditeurs et parfois quelques clauses contractuelles un peu sournoises. Souvent d'ailleurs, on le verra peut-être durant l'épisode, mais peut-être souvent. Vincent est également très impliqué dans l'écosystème. Tu es administrateur de Alindia Asylum. Oui, absolument. Ouais, on l'oublie un peu, c'est que je l'avais oublié aussi celle-ci. Où tu accompagnes des studios indépendants et tu connais très bien du coup leur réalité. Donc avancer vite, faire beaucoup avec peu, sans perdre ses droits en cours de route, comme pour les startups d'ailleurs. On sait les sujets sont assez proches. Tu es auteur de plus de 290 publications et conférences, régulièrement invité à partager ton expertise à l'international. Tu as été nommé à 2 reprises avocat de l'année en propriété intellectuelle par Best Lawyer in Canada et figure depuis plusieurs années maintenant dans le classement IAM, c'est ça? IAM Strategy 300? Oui. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et parce que la créativité ne s'arrête pas juste au droit, Vincent, il est aussi musicien et membre du groupe québécois Le Clan de la Savate. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on mettra tous les liens en description puis des images pour que les gens puissent voir. Je vais avoir les reviews de notre album, idéalement. 100%, minimum. Donc n'hésitez pas à lui écrire et à aller écouter. Donc actif sur la scène et sur la plateforme musicale. On mettra tous les liens justement des vidéos, des plateformes, ça nous fait plaisir. Et faites les reviews. Ouais. Salut Vincent. Du coup, je t'introduis tout à l'heure. Donc merci beaucoup encore une fois d'être ici aujourd'hui avec nous. Pour commencer, je vais te laisser te présenter. Ouais. Ben écoute, je pense que Reg a fait une excellente présentation. Merci, très complet. J'ai ce drôle de double profil où le jour, je joue le rôle de l'avocat et le soir, je deviens le musicien créatif qui va sur scène, qui va en studio et qui a ses tatouages peu communs. Je cache les miens aussi, ouais. Ouais, donc mais de mon côté, la créativité a toujours fait partie de ma vie. Plus jeune, c'était les arts, la science, le jeu vidéo, la technologie. J'ai appris à coder à l'âge de 12 ans. J'ai animé de la radio étudiante. J'ai eu un band plus jeune. On a joué au Vans Warped Tour. J'ai eu une entreprise techno avant de devenir avocat. Donc, j'ai été entrepreneur technologique aussi pendant un bout de temps. Donc, à coder, faire de l'intégration, un peu de design. Fait que bref, je suis un avocat avec un parcours assez éclectique et différent, mais bref, mon amour pour l'industrie du jeu vidéo, en fait, pour le jeu vidéo, j'étais un gamer à la base, m'a amené justement à accompagner des studios là, depuis plus de 15 ans maintenant, des petits, moyens, grands, mais j'affectionne particulièrement aider les jeunes studios en démarrage, les guider à ne pas faire d'erreurs, à faire les bons moves et ultimement à être extrêmement fier des succès qu'on a au Québec.
avec plusieurs des studios que j'ai accompagnés à travers le temps. Fait que c'est pour ça que je donne du temps, notamment avec l'Indie Asylum sur le board et que je suis ici avec toi. Ouais. Merci de l'invitation. J'espère que ce que je vais partager un peu comme histoire de guerre, comme conseils, choses à éviter aujourd'hui va être utile pour tous tes milliers d'auditeurs maintenant. Écoute, milliers, ouais, merci pour le shout-out. On a atteint les premiers 1000 auditeurs sur l'épisode. Au total, on en cumule beaucoup plus, hein, mais sur la première vidéo, on a un millier d'auditeurs, donc vraiment cool. Écoute, j'étais même pas au courant, moi non plus, je l'apprends que tu étais aussi entrepreneur, ou j'ai dû l'oublier. En fait, Ouais. je vais finir par t'appeler Batman, là, tu as vraiment une double vie. T'as une cave quelque part secrète où tu fais toute double vie. Euh, juste avant de continuer, tu parlais, t'étais gamer, j'imagine que tu l'es encore. Ouais, ouais. Tu joues à quel type de jeu? Écoute, c'est vraiment drôle, hein, mais j'ai de moins en moins le temps de jouer parce que ma fille, la plus grande, Ok. j'ai 3 enfants aussi, parmi Ouais, les choses dans ma vie qui prennent du temps, en plus. j'ai 3 filles et ma grande est rendue gameuse pas mal maintenant, ce qui fait que maintenant j'ai moins accès à gamer moi-même. Mais écoute, moi j'étais un fan de la première génération de Nintendo, le NES et vraiment des jeux classique pour moi comme Excite Bike, le jeu de Ouais, motocross qui était mon jeu favori de tous les temps, à égalité avec Blaze of Steel, le jeu de hockey où on avait les bonnes vieilles bagarres. Fait que bref, pour moi, l'amour du jeu a commencé ok. à cette époque-là. Puis évidemment, si on fast-forward à aujourd'hui et qu'est-ce qui attire un peu plus mon attention ces temps-ci, ben, évidemment, tout ce qui est un peu rétro gaming vient vraiment me chercher. Fait que c'est sûr qu'avec les Sea of Stars et The Messenger de sabotage, Sabotage, c'est beaucoup venu chercher c'est sûr. mon petit côté rétro. Puis évidemment, les Zelda, là, je suis en train de guider ma fille dans Breath of the Ok. Wild en ce moment. Fait que c'est très cool de le Insane. vivre ensemble. Fait que, Insane. Vraiment ouais, cool. T'es un OG alors des jeux vidéo. ouais, Vraiment cool. Rétro. Bah, écoute, merci beaucoup. Je le redécouvre aussi avec tout le monde là, en live. Très cool. Bah, pour continuer sur l'épisode, pour revenir là-dessus, avant d'entrer en détail, je vais rapidement donner un petit peu le squelette de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc notamment, d'abord comprendre ce que les studios possèdent réellement lorsqu'ils créent un jeu. ouais. Ensuite, on passera à la partie d'un peu plus de faire comment faire attention et où faire attention avec les contrats avec les publishers, principalement. Troisième axe de comment la propriété intellectuelle devient un levier stratégique dans la croissance d'un studio. On parlera ensuite de la frontière entre inspiration, copie et clone, heu, qui est assez fine parfois. On parlera des enjeux liés à l'expansion internationale et pour terminer, j'ai voulu qu'on garde un petit bout pour en parler quand même. Donc moi, les nouvelles questions juridiques, qui sont encore assez floues puis qui évoluent vite là, mais liées à l'IA et à l'IA générative, globalement. Donc, sans transition, je vais commencer par l'axe 1, la première question. Concrètement, quand un studio crée un jeu, qu'est-ce qui est protégé automatiquement et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, en fait, une chose que je voudrais peut-être clarifier d'entrée de jeu pour que tout le monde ait un peu la même compréhension, c'est que lorsqu'on parle d'IP dans le monde du jeu vidéo, donc propriété intellectuelle, la définition au sein de l'industrie de IP n'est pas la OK, définition standard de ce qu'est l'IP normalement dans toutes les OK, industries. Donc, le terme IP, propriété intellectuelle, en fait, ça regroupe une série d'actifs intangibles, les brevets d'invention lorsqu'on invente quelque chose, ouais, le droit d'auteur, le copyright sur les éléments qui se qualifient d'œuvre. On a les marques de commerce, les trademarks, qui sont souvent pour la marque, le nom d'un studio, le nom d'un jeu. Et il y a d'autres éléments ensuite, comme les secrets industriels ou encore les dessins ouais, industriels. Mais tout ça, tout ce que j'ai nommé, ça fait partie de la grande famille de la OK. propriété intellectuelle. Donc, quand on parle de IP, normalement, on devrait parler de tout ça. Maintenant, dans l'univers du jeu vidéo, quand on dit l'IP d'un studio, ben souvent, on veut plutôt parler d'un jeu qui a été créé par le studio ou encore d'une série de jeux, l'univers créé par un studio comme étant son IP. Mais bref, ici, l'idée, c'est d'élargir un peu les horizons, de se dire, ben, l'IP, c'est plus grand que ce qu'on s'imagine concrètement dans l'industrie. Maintenant, il y a certaines de ces choses-là pour lesquelles il faut prendre des actions pour avoir une protection, alors qu'il y en a d'autres qui vont exister de facto dès leur création, comme tu l'as mentionné. Donc, parmi les éléments qui vont exister dès la création, ben, il y a tout le volet du droit d'auteur, le copyright. Et ça, c'est curieux parce que justement, souvent, les gens disent hey, j'aimerais ça enregistrer, protéger le copyright sur mon jeu. Puis souvent, je leur réponds ben, c'est déjà fait. C'est il automatique. il existe déjà le droit d'auteur. OK, Maintenant, la question qui se pose, c'est
en êtes-vous propriétaire? OK. Et c'est là souvent où ça accroche et on doit maîtriser un petit peu plus les règles du jeu. Donc, prenons le contexte canadien, par Ouais. exemple, puis tu m'arrêtes si tu trouves que je parle Non, trop, hein, parce que moi, j'ai 4-5 heures de matériel j'en à ai autant que passer. toi, hein. Donc, le droit d'auteur, il va exister dès qu'un être humain, une personne physique, crée du contenu Ouais, protégeable. Donc, dans le jeu vidéo, ça va être soit le code source ouais. ou ça va être tous les éléments de design, tous les éléments figuratifs qui vont se retrouver dans le jeu. Donc, tout ça peut être protégeable par droit d'auteur. Donc, dès qu'un humain fait cette création-là, la protection existe. La loi au Canada nous dit que le premier propriétaire du droit d'auteur, parce que ça, c'est le bout intangible, ce droit-là, il appartient à l'auteur qui a créé le Mmh. contenu. Ça, c'est la règle OK, de OK. base. Mmh. Mais maintenant, si on est un studio de jeux vidéo, on a 8 employés, on ne veut pas que chacun des employés individuellement soit propriétaire de petits morceaux dans le droit d'auteur. Donc, la loi prévoit une grande exception, c'est-à-dire que si quelqu'un est l'employé d'une Mmh. entreprise, ce qu'il crée dans le cadre de son travail appartient Mmh. à l'employeur. Donc, le scénario très simple, j'ai 8 employés dans mon studio, j'ai des développeurs, j'ai des designers, tout ce qu'ils vont faire, de par la loi, appartient au Au studio. studio. Mais la vraie vie d'un studio indie qui démarre, c'est que c'est rare qu'on a des employés officiellement sur le payroll. Souvent, ben, c'est des amis qui Ouais. commencent, il n'y a aucune Mmh. incorporation qui a été faite. C'est le cousin, le beau-frère, l'ami du beau-frère, du cousin, puis là, tout le monde travaille un peu de manière Ouais. bénévole, ou on réglera ça plus tard. Et fast forward comme ça, on se ramasse souvent quelques années plus tard et il y a des problèmes de propriété autour du droit OK. d'auteur parce que là, oui, il existe tout de suite en partant le droit d'auteur, mais il pourrait très bien avoir été morcelé à travers le Attends, temps OK. parce que s'il y a une création qui est faite par quelqu'un qui n'est pas un employé, ben, qu'est-ce qui arrive? Ça appartient à cette Je personne-là comprends. personnellement. Directement, ouais. Donc là, on a des cas où il y a eu de la création avant l'incorporation, auquel cas il faut s'assurer que tous les fondateurs ou les artistes qui ont travaillé avant l'incorporation une trace par écrit, à un moment OK. donné, qu'on transfère dans le studio. Et toutes les autres personnes externes qui auraient pu participer, un pigiste, un freelancer, un fournisseur externe, que ce soit dans le son, le design, Mmh. le code ou autre, avoir des sessions de tout le monde, parce que sinon, c'est un problème qui va venir nous hanter plus tard. Puis là, je me garde quelques éléments de réponse, mais le droit d'auteur, c'est vraiment celui qui existe de facto, OK. versus, par exemple, les marques de commerce, Mmh. où là, il va falloir faire des actions, des recherches, des demandes d'enregistrement. Très cool. Bah, tu as fait une très belle transition sur ma prochaine question. Je voulais rebondir là-dessus, mais je sais qu'on évoque un peu plus loin, donc il y a deux-trois points où j'évoquerai un peu plus loin dans la conversation. Hem, Justement, la différence entre, quelles sont la différence pourtant donc entre droit d'auteur, marque, brevet, Ouais. Ben, en par fait, exemple? un brevet va vraiment protéger quelque chose de fonctionnel. Dans Mmh. l'univers du jeu vidéo, c'est plus rare qu'on va parler de brevet. Il en existe, mais c'est OK. pas là où se trouve le cœur de la protection. Pour donner des exemples de brevets, euh, dans les années 90, il y a un brevet qui avait été déposé pour les mini-games pendant les écrans d'attente, les fameux Ouais. écrans de loading. Et à cause de ce brevet-là, pendant une durée de presque 20 ans, en fait, c'est la durée de vie Mmh. d'un brevet après quoi il est expiré, euh, les autres studios ne mettaient pas de mini-games dans les temps de loading à cause d'un brevet qui les empêchait de le faire. Donc, à l'expiration de ce brevet-là, là, on s'est retrouvé avec plein de mini-games Ah, qui ont réapparu dans les jeux. Mais souvent, le brevet implique quelque chose de plus physique. Donc, OK. souvent, on va le retrouver, par exemple, sur les contrôleurs Mmh. de OK. PS5, de Bon, donc sur du Xbox. hardware, Par exemple, Skylanders, qui avait mmh, les du Game figurines Boy. interchangeables, il y avait des brevets là-dessus. Donc, c'était Mmh, je l'aspect comprends. fonctionnel d'intégrer une OK. figurine dans le jeu en le déposant sur un socle. Ou plus récemment, Pokémon Go. Il y avait des brevets de Niantic, la compagnie derrière le jeu, en fait, pour l'espèce de superposition en réalité augmentée des personnages dans le monde réel et autres. Fait que on en a des brevets, mais c'est pas là que va se trouver la majorité de la propriété intellectuelle. Mmh. Elle va se trouver beaucoup plus dans le droit d'auteur, pour lequel j'ai mentionné, bon, ben, ça va être le code source, les designs, le son, même l'univers des personnages aussi. OK. Et alors que les marques de commerce, eux, de leur côté, vont protéger le nom du studio, le nom du jeu ou de la série de jeux. Et c'est souvent avec les marques de commerce qu'on va aussi venir protéger tout l'aspect merchandising qui découle d'une série ou OK. d'un jeu éventuellement. Ouais. Bon, je l'avais dit un peu au début, puis ça arrive un petit peu tard et
Regroupe-moi si jamais je me trompe, mais la marque de commerce à valider avant de lancer voir si c'est disponible, notamment et toute cette validation en amont, parce qu'on l'oublie un petit peu. Puis Ouais. j'ai vu le cas aussi, mais je te laisse répondre. Ben, en fait, sur les marques de commerce, là, s'il y a quelque chose à retenir pour un studio qui se lance, là, Ouais, c'est que souvent, on va être en mode créatif, en mode on a plein de bonnes ouais, idées, on est passionné, il y a un nom qu'on a trouvé, puis on est comme Ah! Puis même si on est lucide et on se dit Ah, c'est un nom de code, c'est un nom temporaire. La réalité, c'est qu'il va se passer 2, 3, 4, 5 mois, un an, puis le nom de code va être rendu le vrai nom, puis il est comme presque trop tard pour dire on ouais, va changer de nom maintenant. Et là, l'erreur, c'est que si on n'a pas fait des validations au niveau juridique sur la disponibilité de cette marque-là, on peut se retrouver avec devoir changer de nom. Puis je suis sûr que vous avez tous en tête des cas de jeux qui. Pourquoi ils ont changé de nom alors il y ouais. avait déjà des bandes annonces sorties sous un ancien nom? Ou pourquoi tel studio a changé de nom? Ben, je peux pas vous raconter évidemment des choses qui On, sont secrètes on et s'entend. confidentielles. Je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui ont appris à leurs dépens que ces recherches-là étaient très importantes. Donc oui, idéalement, avant de lancer un nouveau studio, on va aller valider au niveau juridique la marque de commerce pour le nom du studio. Et avant de lancer publiquement, de faire un premier release Ouais, de bande-annonce pour un jeu, aller valider que le nom du jeu est également disponible. Et ouais, la difficulté, c'est qu'on a un contexte où les marques de commerce, c'est géré traditionnellement pays par pays. ouais. Chaque pays a sa protection. Et lorsqu'on lance un jeu, bien évidemment, il est disponible à l'international le jour 1. Donc, faire les recherches préalables pour voir est-ce que mon nom est disponible, c'est pas évident parce qu'on se dit, ben, est-ce que je dois vérifier la planète en entier ou pas? La réalité, c'est que souvent, on va se concentrer sur des marchés principaux, comme par exemple un studio québécois. On va regarder le Canada parce que c'est des enregistrements au niveau fédéral. On va regarder si la marque est disponible au Canada. Ensuite, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? C'est que typiquement, les studios, peu importe où ils sont basés sur la planète, vont faire leur pays d'origine et Classique. les États-Unis. Donc, si on Classique. regarde Canada, États-Unis, souvent, on va avoir une bonne idée de ce qui se Ok. passe au niveau mondial, ne serait-ce que pour faire des Ouais, recherches. je comprends. Ouais. OK, ouais. Difficulté et on l'oublie, même si on se à l'international là, il faut aller regarder partout. Je dis pas qu'il faut genre, chaque petit pays là où tu veux aller exactement, mais au moins les grands marchés, je l'ai vu aussi, c'est on a tendance à l'oublier. Et j'ai vu des cas, je n'en ai pas non plus, mais j'ai vu des cas studios à sortir dans leur pays. On oublie vite l'international et ouais, comme tu as dit, rien que pour vérifier la disponibilité aux Ouais. États-Unis, là, tu le retrouves vite là. Et en fait, la twist, c'est que les gens vont dire, ben oui, je suis allé sur Steam, Oui. j'écris le nom du jeu et il n'y a rien. Donc, tout est beau. Ouais, C'est pas tout. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle des marques de commerce et des recherches, il faut voir si notre marque ou notre nom de jeu, en fait, porte à confusion ouais. avec une autre marque. Et Mmh, là, quand on se dit est-ce que ça porte à confusion, ben, ça veut dire est-ce qu'il y a un mot qui sonne pareil, un mot qui ouais, ressemble, ou encore quelque chose qui suggère les mêmes idées, et c'est là où ça devient une zone super subjective. Et là, ça prend du recul puis un peu d'expertise pour déterminer s'il y OK. a un risque ou pas. Parce qu'il y a deux personnes à convaincre qu'il n'y a pas de problème. La première, c'est que une fois qu'on a fait les recherches, on va vouloir enregistrer Ouais, la marque dans nos pays d'intérêt. Donc, souvent, Canada, États-Unis, on va vouloir déposer des demandes ouais, d'enregistrement. Euh, donc, la première personne à convaincre, c'est l'Office fédéral du pays dans lequel on veut déposer. Donc, eux, ils vont analyser notre demande. Ils vont regarder toutes les autres marques qui existent et dire Ah non, il existe une autre marque pour un jeu ou encore une application mobile un peu ludique ou encore. qui se Et rapproche. c'est là où la subjectivité embarque. Donc, il faut convaincre l'Office national. Puis ensuite, une fois qu'on arrive au marché, il faut s'assurer que s'il y a d'autres studios qui auraient intérêt à dire Vous êtes trop proche Mmh. de ma marque, faut convaincre aussi ces gens-là qu'on est assez loin, tu sais, dans le sens où Ouais, la, on se la rejoint, ouais. pire situation, c'est un studio qui, justement, se lance, fait release un trailer sur YouTube, essaie de faire du bruit partout dans la communauté, finalement reçoit une mise en demeure, puis comme, non, non, là, vous avez 10 jours pour tout changer. Il y en a des studios qui l'ont vécu. Vous voulez pas être ceux-là? Faites des recherches. Vaut mieux, prévenir que guérir comme on dit là, donc Ah ouais, vaut mieux faire ça en absolument. amont là. Ouais. Une question que je n'avais pas forcément prévue, mais c'est, en termes de coût, c'est pour déposer pour aller vérifier l'éligibilité ou vérifier les marques, c'est, même en fourchette, hein, par exemple, ça tu une Ouais. idée, ça donnerait quoi par exemple? Les recherches, la façon dont ça fonctionne, c'est que les agents de marque de commerce dans des cabinets de propriété intellectuelle comme nous, mais il y en a d'autres,
vont commander des rapports de recherche. C'est-à-dire que par juridiction, par exemple, pour le Canada, je commande un rapport pour le OK. Canada. Pour les États-Unis, je commande un rapport pour les États-Unis et je dois les analyser. Donc, souvent, pour un nom de jeu, j'ai un rapport d'à peu près 300 pages et plus par pays. OK. Donc, c'est là où moi, je vais éplucher ça, puis subjectivement, être Mmh. capable de déterminer s'il y a des risques ou pas. Euh, En termes de coût, donc il y a le coût du rapport plus le coût de l'analyse. Je dirais qu'au Canada, il faut prévoir généralement à peu près un 1500 puis aux États-Unis, un genre de 2500. OK. Mais puis ça, on peut le faire en dedans d'à peu près 5 jours ouvrables. OK. Donc, des fois, les studios qui arrivent un peu dernière minute, ah mon Dieu, on sort publiquement ou on s'en va dans tel congrès Ouais. dans comme une semaine, puis là, on n'a pas validé. Ouais. C'est faisable, c'est pas idéal, mais pensez-y plus d'avance. Ça prend Ouais. quand même une bonne semaine. Euh, le processus d'enregistrement, lui, par exemple, est beaucoup plus long puis coûte un Mmh. peu plus cher. Donc, OK. le processus au Canada et aux États-Unis, il prend à peu près 2 ans. OK. Quand Mais même. une fois qu'on a déposé la demande d'enregistrement, on a une date de dépôt, on a priorité. Mmh. Donc, souvent, là, pour un studio qui se dit, là, on va sortir publiquement avec notre jeu, on a trouvé le nom, on veut valider avant de faire tout notre visuel, notre matériel promo, tout le reste, on va faire des recherches Canada-US et on va déposer une demande au Canada pour venir figer le temps, avoir OK. une date Je comprends. prioritaire. Et à partir de là, on peut sortir partout, en jaser, faire du bruit. Puis même si quelqu'un arrivait après nous pour déposer une autre demande, on est prioritaire. Notre demande a une date de dépôt. Donc, ça, c'est les étapes, je dirais, minimales pour minimiser les coûts, Je mais comprends. être quand même sûr de notre shot. Et avec les différents traités internationaux qui existent, on pourra déposer, par exemple, aux États-Unis 6 mois plus tard. Mmh. Mais si je le fais dans le premier 6 mois, ils vont considérer, même aux États-Unis, que j'ai la même date prioritaire. Fait que souvent, c'est un Je enjeu comprends. de dire déjà que les fondateurs du studio risquent de ne pas se payer ou très peu se payer. Toutes les dépenses qu'on peut leur sauver initialement pour les aider, on le fait, là. Fait que si on peut repousser les dépenses sans perdre de protection, c'est le genre de choses qu'on fait. Ouais, on s'entend. Surtout, quand tu lances un studio là, les premiers revenus, mettent un peu de temps à arriver là, donc Ouais, autant absolument. autant repousser les dépenses aussi. Ouais. Je te file. Très cool. Sur la question, on en reparlera plus en détail là-dessus, on a une section, dédiée. Mais est-ce qu'un jeu peut être copié légalement? Ben, en fait, il faut définir copier. Copié, je suis Parce d'accord. que, tu sais, la règle de base, du moins en Occident, c'est la libre concurrence. Ouais. C'est le fait que tout le monde peut concurrencer tout le monde et que le libre marché est un avantage au final pour le consommateur. Ça, c'est l'idée de base générale. Maintenant, c'est quoi la limite à la copie de quelqu'un d'autre? C'est est-ce que je suis en train de violer un droit de propriété intellectuelle? Donc, c'est ça, ultimement, la limite de ce que je ne peux pas faire pour copier quelqu'un. Donc là, il faut que je me pose la question, est-ce que je suis en train de violer le brevet d'invention de quelqu'un? Mmh. Comme j'ai dit tantôt, dans le monde du jeu, c'est moins présent, c'est moins l'actif le plus important. Donc, ensuite, si je prends les marques de commerce, parce que c'est plus Ouais. facile à figurer, est-ce que mon jeu porte le même nom que le jeu de quelqu'un d'autre? Ou un nom qui porte à C'est confusion avec le jeu de OK. quelqu'un d'autre? Auquel cas, là, ce serait une violation illégale, en fait, de la marque de commerce, Mmh. du nom et un peu de la réputation. Souvent, c'est des jeux qui essaient de surfer sur le nom de quelqu'un d'autre. OK, ouais, je Donc, tu comprends. sais, quand on voit le nom du nouveau jeu, on est comme Ouais. Hey, ça sonne drôlement comme l'autre. C'est un bon Rassurant, indicateur que OK. là, il y a peut-être un enjeu. Euh, Maintenant, si on passe à ce qui est le cœur de la protection dans le jeu vidéo, le droit d'auteur, le copyright, ben là, ça devient un petit peu plus difficile de voir où se trouve la copie. Parce que je disais tantôt, ça peut viser le code source. Donc, est-ce qu'on a copié le code source de quelqu'un? Ça présuppose qu'on a eu accès au code source OK, de ouais. l'autre. Donc, moins fréquent. Moins risqué, ouais. Ensuite, est-ce que j'ai copié le visuel exact de quelqu'un Mmh. d'autre ou le personnage exact de Ouais. quelqu'un d'autre? C'est plus rare aussi. Mais maintenant, est-ce que j'ai repris l'univers général de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai été reprendre, tu sais, Ouais, le le, le, gameplay ou le, comment ça le ouais, je comprends. gameplay? Ben, Ouais, gameplay, c'est pas protégé par droit d'auteur. ouais, Tu sais, c'est exact, plus une expérience. exact. Fait que, ultimement, dans le monde du droit d'auteur, on se retrouve avec l'univers du jeu vidéo qui est essentiellement composé de copies de d'autres jeux, de clones d'un autre type de jeu qui a Ouais, déjà été fait avec un nouveau skin. 100%. Ouais, ouais, Donc, on est vraiment dans un monde où tout est une inspiration qui ouais. découle de quelque chose d'autre. Puis le meilleur exemple, c'est que quand on définit le genre de certains jeux,
on définit le genre avec le nom du jeu original de ce genre-là. C'est vrai. Donc, Ouais, en puis partant, c'est comme si c'était normal de cloner, entre guillemets, mmh, certains jeux, mais dire je le réinvente à ma sauce. ouais, J'arrive avec un je nouveau comprends. skin, un nouvel univers, mais le gameplay va ressembler beaucoup à quelque Ouais, chose. Et c'est donc là qu'on va avoir un peu à délimiter à partir de quand ça devient trop proche. Donc, on a des jeux dans le passé, puis tu sais, des exemples très basiques, là, mais en lien avec des jeux mobiles, par exemple, dans le temps où on avait Candy Crush, ouais, ben, il y a toutes sortes de jeux qui sont sortis, puis là, au lieu d'être des bonbons, c'était des pierres précieuses. mmh, Puis là, c'était d'autres choses de beaucoup, ouais. brillants et colorés. Puis ultimement, il y a des poursuites, des mises en demeure qui se sont OK. envoyées pour au final qu'on arrive un peu à des décisions qui allaient un peu tous dans le même sens, de dire l'idée générale d'un jeu ou un type de gameplay en particulier n'est pas protégeable. Ce qui est protégé, c'est beaucoup plus l'expression particulière de ce jeu-là, de ce visuel-là, du branding autour, si bien qu'on peut avoir différents jeux qui, ultimement, accomplissent à peu près les mêmes choses, mais vont être présentés différemment. Des first-person shooters, il y en a eu, il y en Il y en aura aura, encore. Euh, des- c'est sûr qu'il y en aura. donc, c'est là où on va vraiment établir une ligne entre qu'est-ce qui est légal ou illégal. Mais là, si je OK. nous amène sur une zone un peu intéressante comme Ouais. Pal World, Ouais, j'allais t'en parler. Tu vois, j'allais venir exact. après là. Donc, Pal World qui est arrivé et que tout le monde appelait littéralement les Pokémon avec des armes. Donc là, est-ce que on est dans un contexte où c'est clairement illégal? Est-ce qu'on est dans un contexte où c'est clairement correct parce que ce n'est qu'une expression d'une idée générale? Ou est-ce qu'on surfe sur la ligne du milieu d'une façon drôlement sensible? Et ultimement, évidemment, Pokémon Company et même Niantic, qui avait certains brevets, ont poursuivi le studio derrière Palworld en faisant valoir toutes sortes de choses, des violations de droits d'auteur, des violations de brevets sur certaines, même Ouais, mécaniques de jeu et autres. Et bon, évidemment, dans un contexte comme celui-là, quand ils ont sorti Palworld, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. évidemment. On s'entend Et ils que auraient pu tu peux faire toutes sortes d'autres pas designs et personne n'aurait dit Pokémon avec des armes. grand-chose, Mais, hein, et c'est là des fois où on voit qu'il y en a que c'est presque un plan marketing de dire on ouais, va jouer sur sur, la contrefaçon ou la ligne de la ouais, contrefaçon. Et quand on se fera taper sur les doigts, on prendra juste un pas de recul. Et avec ce pas de recul-là, là, on va tomber dans la safe zone. Donc, ouais, ils ont retiré certaines ouais, mécaniques dans le gameplay du jeu qui était visé par des brevets. Puis finalement, Pokémon Company a fini par un peu lâcher le ouais. morceau. Il y a eu pas mal de back and forth là, avec les avocats et compagnie. Il y a pas mal de choses qui sont tombées aussi, que ça a avancé. Ils ont eu des gains de cause sur certains, ils ont perdu sur d'autres, mais Absolument. le jeu est toujours là. Ouais, Le jeu est toujours là, puis il continue à naviguer un peu sur cette vague de Pokémon là. ouais, Mais comme tu dis Pokémon ou d'autres jeux, puis c'est marrant parce que comme tu l'as dit aussi, tous les jeux aujourd'hui, quand tu présentes ton type de jeu, c'est mon type de jeu s'inspire de tel jeu. Alors, on le ouais. dit, et puis de toute façon, un publisher, quand tu vas lui parler, il faut que tu donnes ton type de jeu. Donc, mais bon, comme tu le dis, ça dépend où va la protection, puis jusqu'où où ça va aller cette ressemblance. Mais je comprends. Sur le, tu avais répondu un peu à ma question, puis je ferai pas la question d'après, puis je vais pas me répéter, mais quelle erreur tu verrais, que tu vois le plus souvent sur un studio en démarrage ou une jeune entreprise? Ben, en fait, les erreurs les plus fréquentes se retrouvent sur les éléments que j'ai déjà mentionnés, mais si je les résume, en gros, Ouais, c'est que on ne se posera pas de questions sur la chaîne de propriété de notre droit d'auteur avant d'être dans une situation critique où ça devrait déjà avoir été réglé. ah, Donc d'accord. souvent, je suis sur le bord de signer avec un publisher Ouais. et là, il me demande des preuves que je détiens bien le droit Hmm. d'auteur, qu'il n'y aura pas de poursuite, que tout est clean. Et si j'ai jamais fait de validation avant, Ouais, ben là, je peux me ramasser avec oups, non, on ne détient pas la propriété intellectuelle depuis le début. Il y a un des fondateurs qui a quitté. hmm. Il y a un fournisseur externe qu'on a fait développer, on n'a pas de session, puis Ouais, là, on essaie de rattraper tout ça en panique. Il y a des gens qui étaient notre ami initialement qui, tout d'un coup, le sont moins. hmm. Et là, ça va devenir difficile d'obtenir une signature ou d'obtenir une signature sans que la personne dise ben, fais-moi un chèque parce que quand j'ai fait ça, vous étiez Ouais, tout petit, vous n'aviez pas de revenus, mais là, turns out que vous avez du ouais, succès et je veux ma part du gâteau. makes Puis sense. il y a des décisions des tribunaux, même au Québec, de Ouais, situations exactement comme ça. Donc, ça, c'est l'erreur première, ne ok. pas avoir géré sa chaîne de titres de droit d'auteur. Fait que,
Premier OK. conseil, gérez-le maintenant. Live. Deuxième chose, ne pas avoir fait les validations pour les marques de commerce avant de sortir publiquement avec le jeu. Et là, souvent, on va me dire, ouais, mais là, on s'est commis, là, on est public avec ça. Je suis comme, ben, on peut continuer avec ce nom-là jusqu'au jour où on reçoit une mise en demeure, une poursuite, à un moment où ça va être pire qu'aujourd'hui. Fait Choisis le pire. choisissez quelle douleur vous voulez avoir, tu sais, celle qui fait mal ou celle qui fait très mal. Fait que de faire ces Ouais, validations-là aussitôt que possible, ça, c'est vraiment la OK. clé, là. Très cool. Super important, on les mettra en avant Et, celles-ci. et si on revient même sur le sujet juste précédent, Ouais, bien sur sûr. les copies et le Ouais. droit d'auteur, un autre élément qui peut être une erreur souvent, c'est de vouloir faire référence ou rendre hommage à Mmh. certaines IP connues et ce faisant, ben, se mettre les pieds dans les plats sous l'angle du droit d'auteur. Fait que souvent, tu sais, avec la force, par exemple, de l'univers de Star Wars, ben, tu Ouais. sais, de dire ah, est-ce que je peux intégrer un sable laser dans mon jeu? Est-ce que je peux intégrer la force dans mon jeu? Puis là, c'est comme écoute, est-ce que ton sable laser pourrait pas plutôt être un bâton lumineux ou est-ce que la force pourrait pas Être, être de la de magie, la magie? Et c'est sur là où, tu sais, ultimement, oui, il y a des façons de rendre hommage à ouais, certaines choses, mais l'inclusion directe d'éléments, faire attention. tu sais, venez pas insérer une partie de Quidditch dans un jeu, je veux dire, vous allez recevoir une mise en demeure en 15 minutes. Fait que c'est là où on voit un peu la force de créer des univers qui sont forts. Euh, Ça peut nous donner toute une ouverture à plein de marchés parallèles, Ouais. transmédia, à plein niveau. Mais de l'intégrer sans se poser de questions, ben ça, c'est une erreur que des fois certains plus petits studios vont faire, là. Ouais, je suis complètement d'accord et faire attention au rendre hommage, là. Comme tu l'as dit, des fois, on a Ouais, tendance et puis surtout, je rajouterais aussi, c'est pas parce qu'on est petit ou on veut sortir juste localement dans un pays, se dire: «Ouais, je suis trop» j'ai vu, c'est passé, on m'a dit: «Non, mais je suis trop petit», puis en fait, c'est une référence directe à un autre jeu et j'avais dit pareil, tu sais. Je suis pas avocat, j'ai dit: «Mais je pense que c'est un peu peut-être trop là», tu sais ouais, et la personne me dit: «Ouais, mais dans tous les cas, ça va être local, on verra pas assez». Je suis on cette compagnie-là ne verra pas mon jeu. Je dis: «Ouais, mais tu sais jamais de quoi demain est fait là». Puis en fin de compte, tu sais, ils ont quand même des gens qui sont payés pour faire ça là, pour checker les copies et les ouais. brevets, donc faire attention là-dessus quand même. Même si on sort petit et en local, en indépendant, on peut vite recevoir une mise en demeure, rapidement là. Ouais, exact, tu sais, puis des fois de dire: «Ah, mais personne nous a écrit encore, puis ça fait Exact. déjà 3 mois qu'on est sorti». Ils vous ont pas écrit «encore». Le mot le plus important, c'est C'est «encore». encore, ça va arriver là. Ouais, 100. Ouais. Je vais continuer sur l'axe numéro 2. Ça fait une belle transition, on parlait de publisher justement et de contrats. J'en ai parlé un peu avec Pierre d'ailleurs, Pierre Moisin, je lui refais Ben ouais, absolument. un coucou aussi, Pierre qui est une ici. référence dans le domaine, vraiment. Tu sais, nous, on 100. fait souvent le côté purement juridique des Ouais, négociations, mais en termes d'être le maître de l'art de la négociation de ces contrats-là au ouais, Québec, Pierre est une 100. référence. Et il avait dit la même chose de vous, donc c'est marrant, assez Ah, ben écoute, complémentaire, c'est assez du complémentaire. bromance. C'est beau, j'aime ça, j'aime ça. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important et point de vigilance dans un contrat avec un publisher? Ben, en fait, nous, dans les angles qu'on va beaucoup regarder dans les contrats avec les publishers, c'est tout ce qui va toucher, ce qui va advenir de l'IP, et là au sens industrie du jeu vidéo du terme IP, euh, tout ce qui va arriver de l'univers que vous créez, c'est-à-dire que là où des fois il y a un peu une différence d'intérêt, c'est que le studio va vouloir conserver sa Ouais, propriété intellectuelle, pouvoir la faire vivre, évoluer à travers le temps, faire des projets parallèles avec la propriété intellectuelle. Et le publisher, lui, de son côté, ben, il va vouloir, un, faire de l'argent, et deux, garder le meilleur contrôle possible ouais, sur l'exploitation de cette propriété intellectuelle-là dans le futur. Donc là, à travers tout le spectre des types de publishers qui existent au Québec et ailleurs, il y a tous les spectres de, je dirais, être fair et équitable et être absolument enfoiré. Donc, entre les deux, il y a tout un spectre de choses qui se négocient, parfois OK, non. Donc, des fois, c'est intéressant de se poser la question, bon, ben, ouais, quand je vais rencontrer des publishers, ce que je connais un petit peu, c'est quoi leur position sur le sujet ou la réputation qu'ils ont. Parce que c'est le fun de rencontrer des éditeurs, mais des fois, si on rencontre pas le bon puis on perd du temps à le faire, ben on vient de perdre du temps qu'on aurait pu ouais, consacrer à autre chose. Fait que dans la fameuse course aux éditeurs, déjà sélectionner ceux avec lesquels on pense qu'on a peut-être un petit peu plus une adéquation en termes de mmh, valeur. Euh, donc, lorsqu'on va regarder ces contrats-là, ben, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans mon contrat. Est-ce que
je cède ma propriété intellectuelle au publisher, qui est un peu le cas le plus C'est extrême de ça, ouais. dire je cède tout et je ne suis plus propriétaire de rien. On essaie d'éviter ça autant que possible. Et ensuite, sinon, ben, souvent, ça va plutôt être une licence. Ouais, Donc, une licence d'exploitation plus ou moins longue. Et là, souvent, le publisher va tirer un petit peu la couverte de son côté en disant ben, c'est pour ce jeu-là et les 3 prochains sur lesquels j'ai un droit de premier refus ou encore une exclusivité pure. Tu sais, tu ne pourras pas le sortir avec personne d'autre. Donc, encore une fois, là, ce qu'on va vouloir négocier, c'est de conserver le plus de liberté possible. OK. Et ben, évidemment, tout le côté transmédia Mmh. d'une création, parce qu'on l'a vu peut-être dans les 5 à 10 dernières années, vraiment augmenter euh, des jeux qui deviennent des séries télé, Ouais, qui deviennent des films, qui deviennent des produits dérivés un ouais, peu partout, où est-ce qu'il y aura même des boîtes à lunch pour vos enfants avec l'univers avec d'un jeu vidéo, des toutous, des ouais, peluches, ce genre de choses-là. Donc, on voit vraiment qu'il y a des revenus dérivés qui peuvent sortir rapidement, ouais. d'absolument partout. Puis prenons le cas de Rovio Mmh. avec Angry 100. Birds. Si on regarde la diversification de leurs revenus à travers les années, ben, ils ont probablement fait autant d'argent en vendant des peluches, en vendant des licences pour faire des films, Ouais, faisant des boîtes à lunch, des sacs à dos, qu'en vendant des les jeux. jeux, ouais. Évidemment, ça ne garantit pas la pérennité long terme d'un À studio. 100. Il y a autre chose. Mais donc, dans le contrat Ouais, d'édition avec le publisher, c'est le genre de choses qui peut être inclus là. Donc, des OK. fois, il faut se projeter un peu plus loin que je veux sortir mon premier jeu, je dois absolument signer avec un publisher. Et je dirais même, posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin d'un publisher? Parce que l'auto-édition gagne de plus en plus ses lettres de noblesse. Donc, qu'est-ce que le publisher va vous amener que vous n'avez pas vous-même? C'est Est-ce que bon. c'est de l'argent? Est-ce que c'est des contacts? Est-ce que c'est Ouais, une force pour la commercialisation? Mais le chemin avant que les gens se disaient, il faut absolument que je passe par mmh, un publisher, n'est plus le seul chemin. Donc, complètement. si j'ai un publisher, je vais avoir toute une checklist de choses à regarder, de clauses que je vais éviter. Mais si je suis en auto-édition, ben là, je vais avoir tout un paquet de choses sur ma liste de choses que je devrais m'assurer de faire De parce que faire, ouais. personne ne le fera pour moi. Ça va être moi qui vais le faire, ouais, je suis complètement Ouais. d'accord. C'est marrant, on avait parlé avec Pierre aussi, mais effectivement, c'est en 2026, l'auto-édition, on y pense de plus en plus, elle est quand même plus simple, plus accessible. Évidemment, il y a ça dépend du type de jeu qu'on fait et ce qu'on veut faire. Mais, il y a toujours c'est toujours ancré ce côté de: «J'ai besoin d'un publisher», tu sais. Ouais. Automatiquement, on a tendance à vouloir puis tu sais, je peux faire pareil avec les startups parce qu'on travaille tous les 2 avec des startups aussi. Il faut que je lève de l'argent là, tu sais, il faut que je fasse une levée de fonds. Est-ce que tu en as vraiment besoin, tu sais? Je passe à voir un petit peu. Aujourd'hui, tu as des C'est... outils ouais, excuse-moi, vas-y. Non, je t'en prie, je te Non, non, laisse je terminer. disais juste, je rebondissais là-dessus sur l'auto-publish. Effectivement, tu as des outils qui te permettent d'avoir une meilleure force de frappe aujourd'hui, d'avoir une meilleure visibilité. Effectivement, il y a 20 ans, tu sais, c'était plus compliqué d'aller toucher des joueurs quand tu devais sortir un CD et puis le vendre dans des boutiques physiques. C'est le parallèle que j'allais faire avec la musique parce que, Ouais, je veux dire, moi, tu dedans. je walk the talk, comme on dit, Exact. dans le sens où, avec notre band, si je fais le parallèle avec un studio qui créerait un nouveau jeu, ben nous, on a choisi l'auto-édition dans le monde OK. musical. Donc, on a incorporé une compagnie duquel les Ouais, musiciens sont actionnaires et le producteur de notre musique, c'est notre compagnie. Donc, lorsqu'ils ont réussi à placer notre chanson sur les radios satellites, on garde tous les revenus pour nous, aucune dilution, là. Donc, auteur, compositeur, artiste, interprète, producteur. Et quand je parlais à d'autres artistes établis au Québec, ils me disaient mais je savais même pas que tu pouvais faire ça. Je suis comme mais qui vous a dit qu'il fallait absolument faire ça? Donc, ouais, ultimement, c'est de partager le knowledge, la connaissance de complètement. comment le faire, comment bien le faire, mais de s'être dilué pour que quelqu'un d'autre s'occupe des choses qu'on aurait pu faire mieux et plus vite nous-mêmes on n'aurait pas eu d'avantage à le faire. Donc, je pense qu'il faut briser un peu ces mythes-là, Je suis autant dans le d'accord, jeu vidéo qu'ailleurs. C'est 100. sûr que c'est le fun quand on a le gros nom associé à Oui, notre jeu, puis ça ajoute un peu de oomph, de crédibilité. 100. Mais imaginez le levier que vous avez si vous réussissez à auto-éditer votre premier jeu, qui est un succès. Et là, le publisher vient vous voir, mais là, c'est lui qui vient vous Ouais, voir. Comme, hey, les le deuxième, conditions, on ouais, aimerait ça être là. les Là, conditions, ça sont pas les mêmes vos là. conditions Ouais, vont être complètement 100. différentes parce que dans toute négociation, autant un contrat d'édition que Bien n'importe sûr. quelle autre négociation qu'un studio va avoir à faire, il y a tout le temps une question de quel est le levier que j'ai. Ouais. Est-ce que je suis en mode je quémande, s'il vous plaît, de l'aide? Ou est-ce que je suis en mode j'ai peut-être pas besoin de vous, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Et là, tout d'un coup, oups, là, les clauses qui n'étaient absolument pas modifiables Deviennent deviennent. modifiables. Ouais, on l'a vu plus d'une fois aussi, tu sais. Effectivement, Ouais. plus tu as d'assets entre les mains et plus tu peux négocier, plus les contrats seront bons des 2 côtés là. Tu sais, plus ça Ouais. sera à faire. Je te file à 100.
Je rebondis sur ce que tu disais juste avant, sur le côté où il y a des choses qu'on détient ou pas automatiquement, des fois qui peuvent être négociables, du moins dans les contrats. Ouais. Qu'est-ce qui peut être négociable et qu'est-ce qui ne peut ne pas l'être? Ou plutôt le contraire, alors ce qui ne peut pas ne pas l'être? Ben, en fait, ça va beaucoup dépendre d'un éditeur à l'autre. Ouais, Donc, il y a des choses sur lesquelles les éditeurs vont dire: «Nous, ça, c'est l'ADN de notre, maison d'édition et ça, on bouge pas là-dessus». Alors qu'on va arriver à un autre studio, un autre publisher à côté qui, lui, va être tout à fait ouvert à négocier ça. Donc, les questions d'exclusivité, le nombre d'années, le nombre de jeux, il y en a qui vont être absolument non négociables. Ensuite, sur la façon de recouper l'investissement ou les sommes, il y en a qui vont avoir toutes sortes de méthodes un peu questionnables de recouper leurs ouais. coûts et de partager le profit ensuite. Et souvent, ils vont vous dire d'entrée de jeu, ça, c'est non négociable, mais souvent, prenez pour acquis que tout peut être négocié. Tout. Il n'y a rien qui est Qui est absolument non figé, négociable, mais moins on a de levier et plus le contrat va être as is, où on ne pourra pas modifier grand-chose. ouais, C'est vraiment une question où, je dirais, pour un studio, d'être prêt à walk away d'un deal. je comprends. De dire, si ça ne convient pas à ce que nous, on cherche, on est prêt à reculer. Parce que souvent, il y a cette espèce de soif de vouloir tellement signer quelque chose qu'on va être prêt à accepter n'importe Mmh. quel deal et d'être accompagné. Tu sais, par soit un expert de l'industrie qui a vu des centaines de deals comme un Pierre Comme Moisan, Pierre, ouais. soit par un cabinet d'avocats comme nous qui est Comme habitué un d'en Vincent, par voir, exemple. des gens comme moi qui vont être capables de vous guider. Puis souvent, pour le publisher, ça va être en fait une démonstration que vous êtes solide et vous êtes Ouais, sérieux parce que vous êtes exact. accompagné dans le processus. Et souvent, ils vont être même plus enclins à ouvrir un peu leur jeu puis Ouais, à négocier des clauses s'ils voient que c'est vrai qu'on c'est parce que de l'autre côté, vous êtes accompagné par des gens qui comprennent la game ouais. et qui demandent des choses sensées et raisonnables. Parce que si Mmh. le studio est auto-représenté puis fait 22 demandes dans tous les sens, ils vont juste dire non. Il n'y a rien qui bouge. Non. Donc, la crédibilité, ça se gagne aussi en montrant qu'on s'entoure des meilleurs. Ouais, c'était ma prochaine question justement, comment négocier quand tu es un petit studio et tu viens d'y répondre là. C'est Ouais, comment on n'a pas beaucoup d'assets et les gens nous écoutent en mode c'est bien de négocier, mais quand tu pas d'assets, tu rien, comment on fait? Ouais, je pense que c'est une des premières réponses, c'est de bien s'entourer et puis de montrer ouais, que tu es entouré, que tu pas tout seul non plus et que exact. sur des gens qui ont déjà fait la game avant là. Et en fait, tu sais, arriver préparé. Donc, arriver avec de l'accompagnement. Donc, on sait ce qu'on demande. C'est basé sur du knowledge de l'industrie, les Ouais, standards. On sait que dans l'industrie, il y a telle clause qui, ces temps-ci, est acceptée. Pourquoi c'est pas dans le vôtre? Déjà là, on place le publisher dans une situation de je connais ce que les ouais, autres font, pourquoi pas vous? Versus je demande un changement basé sur rien. Fait que ça aide. Ensuite, si on arrive, notre chaîne de titre est déjà claire, comme j'ai dit tantôt, puis de dire, oh, oui, on l'a fait valider par des avocats. La marque de commerce, l'IP pour le jeu est validée, protégée avec des dépôts. Juste tout ça nous fait arriver dans une position de négociation où clairement, on a l'air de savoir ce qu'on fait. Plutôt que ouais. on est trois anciens de grands studios, mais avec aucune expérience d'entrepreneuriat, puis là, on arrive, puis on se lance un peu partout. Fait que juste la perception que le publisher va avoir de vous va faire une grosse Ouais, différence. 100. Être bien entouré puis comme être préparé surtout. Je pense que Ouais. c'est un mot d'ordre. Puis je pense que, tu sais, avec tout le knowledge qui se partage maintenant au sein de la communauté au Québec, notamment avec la guilde, avec ce que toi tu fais, avec la caravane qui se promène partout, Ouais, avec l'Indie tout à fait. Asylum qui essaie d'incuber des studios, tu sais, Mmh. il y a beaucoup de knowledge partagé. Allez le chercher, ce knowledge-là, il est disponible. Il y a tellement de gens qui sont prêts à donner du temps pour aider l'industrie et l'écosystème. Ouais. Je pense que cette espèce d'intelligence collective qu'on se donne ensemble nous place tous dans une meilleure position. Ah ouais, il y a une belle dynamique là, tu parles de nous, mais toi aussi, tu étais le premier à chaque événement possible ou dès que tu peux partager aussi, un Pierre Moisin aussi, bref. Les gens sont là et puis l'écosystème est là aussi, donc on essaie Ouais. d'amener tout ce qu'on peut un peu pour aider tout ça. Pour boucler un petit peu là-dessus, et je pense que ça dépend les contrats, les types de personnes aussi, mais quels sont les pièges classiques que tu peux voir dans les clauses, souvent, tu sais? Ben, en fait, les pièges se retrouvent dans les droits de premier refus, les droits de suite, l'exclusivité, la façon de recouper les coûts qui peut avoir de l'air Ouais, nice, mais quand on lit les détails de la clause qui réfère à une définition, qui réfère à une autre définition, puis là, on se rend compte que quand on fait l'espèce de trajet un peu maison des fous, puis qu'on essaie de lire tout ça ensemble, ben, ça n'a pas de sens. Tu sais, on va toucher de l'argent dans 8 ans, tu sais, alors que le publisher va... tout de Fait, suite là. fait que les pièges classiques se retrouvent là, tu sais, souvent
les éléments les plus critiques de ce contrat vont se retrouver dans 4-5 clauses. OK. Le reste, c'est tous des éléments paramétrables intéressants, mais les éléments critiques où on peut faire des erreurs vont se compter sur les doigts d'une main. Ce qu'on a compté précédemment là, Ouais. 100. Parfait. On va passer sur l'axe 3. Justement pour la même, je l'ai bien structuré, avec ton expérience, ça m'a bien aidé. Du coup, on part sur la croissance justement du studio. Ouais. On a parlé des clauses, admettons, on a signé le contrat ou on l'a pas signé avec le publisher. En quoi la propriété intellectuelle, elle influe sur la valorisation d'un studio? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'en avoir, comment ça joue? Ouais. Ben, la première chose peut-être à considérer, c'est qu'un studio de jeux vidéo, c'est pas une entité différente et totalement spéciale d'une autre entreprise. Un studio de jeux vidéo, c'est une entreprise dont le produit, c'est un jeu vidéo ou de faire du service en jeu vidéo. Donc, à la base, on est une entreprise. Donc, il y a certaines règles de base du monde des affaires qui vont s'appliquer à un studio, dont notamment, qu'est-ce que vaut l'entreprise? Fait que si on est des fondateurs, puis on se dit, ben nous, on a quitté les grosses boîtes parce qu'on veut partir notre propre boîte avec toute la liberté créative, artistique autour de nous. Puis là, maintenant, on a un succès, deux succès, trois succès, puis là, on a des enfants, puis là, on vieillit, puis là, on est comme, ah, peut-être que je voudrais peut-être capitaliser sur tout ça, puis m'offrir peut-être, tu sais, une belle retraite et un futur pour mes enfants. Donc, il y a toujours la question, à un moment donné, de se dire, il y a un jour où cette entreprise-là, elle va peut-être changer de main Mmh. ou je vais la vendre, ou peut-être que mes employés seniors vont la Ouais, racheter. Peut-être que je vais aller lever du financement externe, des fois auprès d'une banque, des fois auprès de VC qui vont venir investir dans le jeu vidéo. Donc, la question de combien vaut mon entreprise va toujours être pertinente. Évidemment, jour 1, on commence, on ne vaut pas grand-chose, mais rapidement, on va valoir quelque chose. Et là, euh, ben, plus on est proche du démarrage de notre entreprise et plus notre valeur est clairement pas établie sur nos chiffres de vente ou nos profits. ouais, Parce que tout souvent, à fait. on n'a pas encore vendu de jeu, ou si on en a vendu, on a à peine repayé les coûts de développement, puis on n'a pas fait un profit astronomique. Puis si Mmh. ça vous est arrivé, ben, tant mieux, je suis très content pour vous. Mais je veux dire, la réalité étant, notre valeur à court terme ne sera pas basée sur nos revenus. Elle va être basée sur quoi? Elle va être basée sur notre propriété intellectuelle, notre IP. Que vaut ce qu'on a créé en termes intangibles autour de notre droit d'auteur, le code source qui est déjà développé, tout l'univers créatif qu'on a mis par-dessus, les personnages et autres, le branding, la marque. Et c'est autour de ça qu'on va, on va vraiment venir donner une valeur. Donc, plus on sera rendu loin dans notre parcours, plus là, on combinera à la fois revenus, profit et Mmh. l'IP. Mais l'IP va toujours être un pourcentage très, très fort de la valeur d'un studio. Puis Je comprends. pensez-y, des studios qui se sont vendus, qui ont été transigés de main, ben souvent, le nom du studio, OK, fine, mais c'est quelle franchise fait Quelle partie de licence qu'elle fait, l'acquisition, ouais. hein? C'est ça qui C'est devient s l'élément clé, c'est-à-dire l'univers qui va pouvoir se retrouver dans un autre studio et être exploité à un tout autre niveau. Bon, ben, c'est quoi ça? C'est l'IP, c'est la propriété intellectuelle et ça va influencer de manière très, très importante la valeur du studio elle-même. ouais et comme tu l'as dit, c'est la structuration de l'IP aussi, c'est ma prochaine question. Comment et pourquoi les investisseurs regardent la structuration de l'IP? Parce qu'on parle IP, tu l'as dit au début, l'IP, c'est plein de thématiques, plein de briques, donc ça en fait partie, mais justement, c'est ma question, c'est comment en quoi c'est important et pourquoi ils regardent la Ouais. structuration de l'IP, tu sais? Ben, en fait, ils vont regarder les différents volets dont j'ai parlé. Donc, le brevet, c'est plus rare qu'il y en a, je le Ouais. saute rapidement. Du côté marque de commerce, ils vont souvent dire, je veux voir toutes les opinions qui ont été rendues dans les différents pays où vous faites affaire. Quelles sont les recherches juridiques qui ont été faites? Canada, États-Unis, Europe. Ah, pourquoi vous n'avez pas fait le Japon alors que vous avez un fort pourcentage de vos ventes au Japon? Ah, ben, est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce qu'il y a une justification, tu sais? C'est peut-être un autre aspect là, que je glisserais maintenant, mais notre stratégie au Mmh. niveau de notre gestion de l'IP, elle va évoluer à travers le temps. Parce Mmh. qu'au départ, on commence, on n'a pas beaucoup de fonds monétaires. Donc, on va se limiter Canada, États-Unis. Mais si on est rendu en commercialisation, qu'on se rend compte que nos joueurs sont presque tous dans des pays asiatiques, on va là, adapter la stratégie puis aller faire des dépôts là-bas pour protéger nos actifs dans nos marchés clés. Mmh. On ne va pas protéger la planète au grand complet.
On va protéger là où ça vaut la peine, là où il y a un actif qui a une certaine valeur. Donc, pour un acquéreur potentiel, quelqu'un qui va nous poser des questions sur notre IP, ben, c'est le genre de choses qu'il va regarder, qu'il va OK. questionner. Donc, on veut s'assurer qu'on a fait les bonnes choses, qu'on a des traces des recherches qu'on a faites, qu'on a un portefeuille de nos marques de commerce enregistrées qu'on est prêt à lui Mmh. transmettre. Du côté du droit d'auteur, ben, on va s'assurer que notre chaîne de titres est claire. Donc, souvent, il va nous demander tous les contrats qu'on a eus avec tous les Ouais, partenaires externes ou même internes de OK. l'entreprise sur le développement du jeu. Et on va souvent, même à l'interne, là, même les employés Ouais. du studio, on va prévoir dans les contrats d'emploi des clauses de propriété Mmh. intellectuelle. Parce que OK. tantôt, j'ai mentionné, Je la loi dit que ce qui est fait dans le cadre du travail par un employé appartient à l'employeur. Mais en 2026, qu'est-ce qu'un employé? ça Et aide. qu'est-ce que le cadre de son travail? Fait que, tu sais, là, on arrive dans un contexte où des fois, ah, mais là, j'ai fait ça chez moi en dehors du travail, Ouais. puis là, finalement, je trouvais que c'était bon. Fait que là, finalement, je l'ai mis dans le jeu qu'on fait sur mes heures de bureau. Mais ça, c'était à moi. Ben là, t'as peu, là, t'as demandé l'autorisation à qui Ouais. pour faire ça? Fait que souvent, on va vouloir, dans les contrats d'emploi, vraiment prévoir des règles plus précises pour pas juste s'en remettre à la loi dit que. Donc, on va définir c'est quoi le cadre du travail, c'est quoi que l'employé peut faire ou pas. Puis, tu sais, souvent, d'une industrie à l'autre, la flexibilité est différente sur ce qu'on tolère ou pas que les Mmh. gens fassent sur leurs heures personnelles. Tu sais, mettons, on est dans le modèle, par exemple, Enterprise Software, puis que quelqu'un sur son temps personnel développe un autre Enterprise Software similaire, Similaire, ouais, ça marchera pas. Dans l'univers créatif de l'industrie du jeu vidéo, bien souvent, on tolère que les employés travaillent sur des projets perso chez eux le soir, puis tu sais, c'est tout à fait toléré, encouragé, mais encore faut-il que ce ne soit pas quelque chose qui concurrence directement ouais. le projet du studio ou encore quelque chose fait sur le temps personnel qu'on vient intégrer dans le projet du Dans le studio projet, sans ouais. avoir averti personne. 100 mais tu m'emmènes parfaitement sur la prochaine question et on parlait de sous-traitance aussi, puis de Ouais. partenariat, puis de développement. Il y en a beaucoup dans le jeu vidéo comme dans d'autres secteurs. Comment tu structures justement l'IP quand tu travailles avec tu travailles en sous-traitance? Ben, en fait, lorsqu'on travaille avec des sous-traitants, on veut avoir une cession idéalement de la propriété Mmh. intellectuelle, c'est-à-dire que ce qui est fait par ces pigistes-là, ces sous-traitants-là, soit fait en contrepartie d'une cession du droit d'auteur. Donc, je vous paye, par exemple, 200 000 pour faire de la narration ou pour faire du visuel pour mon jeu. Simplement dire je te paie 200 000 ça ne transfère pas la propriété intellectuelle. Ça, c'est une autre erreur que les gens font souvent, c'est de dire mais j'ai payé, puis on a un contrat qui dit je te paye, puis tu fais le travail. OK, mais il faut une trace écrite d'une cession de propriété OK. intellectuelle pour qu'elle soit valide. Donc, on s'assure que on a une trace par écrit dans le contrat. Ça peut être OK. dans l'offre de service du sous-traitant que cette clause-là apparaît. Ça peut être dans un contrat en bonne et due forme qu'on a fait entre les deux entreprises. Euh, Ça, c'est les formats qui sont, je dirais, ceux qu'on souhaite avoir. Sinon, sur la facture du sous-traitant, qui a cette clause-là, une reconnaissance que Ouais. la propriété intellectuelle est cédée. Et le pire, ben, le pire cas, le pire cas, c'est de ne pas avoir de cession alors qu'on pensait en avoir une. Ouais. Ça, c'est le pire cas. Mais des fois, on va être un peu plus stratégique s'il faut récupérer les droits d'une manière un petit peu plus OK. sinueuse, disons. Donc, la loi demande que ce soit fait par écrit, OK. mais un écrit, ça peut être un échange de courriel, à la Mmh. limite. Donc là, il y a OK. des situations des fois où mal pris, c'est comme Hey, le Je contrat comprends. qu'on a fait il y a 3 ans, là, on me demande juste de valider, là, mais c'était bien convenu que tu me cédais le droit d'auteur. Je veux juste valider avec toi que tu sais, si c'est bien beau. Puis la personne répond Oui, oui, c'est ça qu'on s'était OK. dit. Ça C'est ça ouais. qu'on s'était dit devient un écrit. Il y a OK. un Je échange, on comprends. a un consentement Mmh. par écrit qui devient un contrat. Un contrat, ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, ça, c'est le worst case scenario pour Ensemble. corriger les choses. Idéalement, on veut que ce soit plus clean que ça. Ouais, c'est bon à savoir que ça peut exister, mais Ouais. faisons ça clean dès le début là. Je comprends. Sinon, si on n'a pas une cession complète de la propriété intellectuelle, il y a des cas où ça peut être approprié d'avoir une licence plutôt OK. qu'une cession complète. Et là, il faut juste bien encadrer la licence. C'est-à-dire, est-ce que le territoire, est-ce que c'est le monde entier? Mmh. Ben, dans le monde du jeu vidéo, souvent, oui, parce que le jeu va être disponible partout. Partout, ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a une durée à cette licence-là?
Est-ce Mmh. qu'elle est exclusive ou non exclusive? Autrement dit, ce que j'acquiers par licence, est-ce que quelqu'un d'autre aussi pourra Mmh. l'avoir? Il faut Je connaître comprends. les règles du jeu. Est-ce que moi, je peux donner des sous-licences à quelqu'un ensuite? Donc, quand il y a une licence, il y a souvent beaucoup plus de questions à se poser. Mais si je vous donne l'exemple, par exemple, d'univers de fiction connu, par exemple, l'univers de Star Wars, Ouais. pour revenir à ça, et qu'il y a un studio qui va développer un jeu dans l'univers de Star Wars, bon, on se comprend qu'il y a assurément un contrat de licence en place pour que la J'imagine. licence sur tout ce qui est fait par Lucasfilms et autres, tu sais, soit licenciée Ça y est. pour le contexte du jeu. OK, je comprends et pour continuer sur la même démarche, on parlait de sous-traitants et tu parlais des employés justement aussi pour pas qu'ils partent avec, la ligne est quand même floue des fois sur ce qu'ils travaillent sur leur perso ou pas. Pareil, comment tu te protèges là-dessus? Puis qu'est-ce que tu mets en place pour, tu sais, parce que comme tu as dit, juste dire que je te paye pour quelque chose, ça ne te suffit pas. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place ou c'est quoi les tu sais, la bonne approche à avoir ou à pas oublier du moins pour les contrats, ça? Ben, en fait, c'est de s'assurer qu'on met ces contrôles en place avant que le travail commence. OK. Parce que c'est encore une fois une erreur commune de dire ah, mais là, ça presse. J'en ai besoin tout de suite. Là. Fait que, tu sais, commence, on réglera Mmh. les papiers plus tard. Et le plus tard arrive jamais. Ou encore, quand le plus tard arrive, ben là, on n'a plus le même levier de négociation parce que le sous-traitant sait très bien qu'on est un peu mal pris, Mmh. on n'a pas de contrat, puis s'il arrête de travailler en plein milieu, on est mal pris. Donc, commencez tout de suite au début avec le contrat. Puis, pensez pas que vous allez faire peur à votre pigiste, à votre Mmh. sous-traitant ou autre parce que vous arrivez avec un contrat. C'est pas parce qu'on est dans une industrie créative que les règles juridiques n'existent pas tout d'un coup. Tu sais, ils s'appliquent au même titre que dans toutes les autres industries. Donc, avoir un contrat, c'est normal. Le contrat n'est pas obligé de faire 150 Ouais, pages, bien sûr. mais il faut au moins qu'il y ait D'accord. quelque chose. Et les éléments qu'on va vouloir, ben, c'est une cession du droit d'auteur. OK. Ouais. Je rebondis là-dessus parce que je l'ai vu plein de fois là. C'est: «Ouais, mais c'est un ami ou je le connais depuis longtemps, pas besoin de contrat et de contractualisation». Il faut pas grand-chose, hein. C'est ce que souvent les gens pensent contrat, pensent 50, 100 pages. Non? C'est un 2 pages, dans un premier temps, il suffit de dire au moins du moment que c'est mis à l'écrit, que c'est Ouais. signé des 2 parties avec, fait A avec une date Ouais. et qu'un tampon, c'est important là. Et en fait, souvent, une des façons simples de venir gérer ce volet-là dans un document qui sera pas trop épeurant, Ouais. c'est de prendre souvent une entente de confidentialité, un Mmh. fameux Ouais, NDA. NDA. C'est des ententes que souvent les gens dans l'industrie sont habitués d'avoir Mmh. vues parce qu'ils ont travaillé sur des grosses productions ou autres. Fait qu'en gros, c'est des ententes qui prévoient qu'on doit conserver l'information confidentielle. Exact. Et dans ces contrats-là, c'est des contrats qui sont très agiles, très malléables parce qu'ils ont peu de pages, peu de clauses, mais chacune de ces clauses-là peut être altérée d'un bord ou de l'autre. Donc, petite note additionnelle, toujours lire et Quelque comprendre chose. le NDA avant de le signer parce que ce n'est pas un document standard, loin de là. Donc, ça, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est ne signez jamais un NDA sans comprendre chaque phrase. Mais dans un NDA simple, fair, équitable, on peut venir ajouter juste une petite clause de tous les services qui vont être faits avec X Mmh. personnes, ben, il y a une cession automatique de la propriété intellectuelle au fur et à mesure que les travaux sont faits. Fait que là, on a un petit OK. NDA, deux, trois pages, comme, OK. hey, c'est juste pour que mon studio en démarrage, qu'on ait des traces, que tout est correct. T'sais, oui, on est des amis, pis tout. Puis juste un petit NDA. Un, il faut pas que tu parles du jeu aux gens à Oui. l'extérieur. Puis deux, tu cèdes l'IP. Puis il y a personne qui va sourciller à un document comme Non. ça s'il Ouais. est bien présenté de la bonne façon au début de la relation. Au début, c'est important, je pense. Ouais. Faut c'est sûr si tu arrives au bout de 6 mois avec un gros NDA là, c'est sûr que Ben, ça peut faire peur là. je vous donne, OK, un exemple d'un cas comme ça, là, de gens qui Ouais. s'entendaient bien et qui finalement s'entendaient plus bien parce que c'est une décision qui a été rendue au Québec par les tribunaux. Donc, il y a vraiment OK. eu un jugement rendu là-dessus. C'était un jeu mobile qui impliquait des voitures qui flippaient dans les airs sur des collines, là, qui à un moment donné est OK. même devenu numéro un sur l'App Store là, dans les OK. jeux mobiles. Là. Fait qu'on parle Ah, d'un un jeu qui gros a jeu là. généré beaucoup de revenus OK. vite. Ouais. Et initialement, pendant le développement de ce jeu-là, on avait quelqu'un qui avait offert du temps bénévolement. Mmh. Et c'était convenu que c'était bénévole et c'était convenu qu'il n'y avait pas de paiement de quoi que ce soit. C'était pour aider et c'était pour être gentil. Donc, quelques éléments graphiques en termes d'éléments de décor, de background en OK. arrière, des designs de véhicules. Et tout ça est cool parce que là, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est juste des gens qui s'entendent bien et qui veulent Qui sait? bon, créer Ouais. ensemble.
Turns out que quelques mois plus tard, le jeu devient hyper connu sur l'App Store, puis finalement devient un jeu hyper OK. téléchargé qui génère donc beaucoup d'argent très rapidement. Et là, tout d'un coup, ben, la personne qui avait fait ça de manière bénévole est comme Hey, je pense que c'est peut-être pas fair que j'aille eu 0 $. Fait que là, compte tenu que toi, tu as fait beaucoup d'argent, Ouais. ben, je veux ma part du gâteau. Donc là, s'entendent pas. Poursuite devant les tribunaux. Devant les tribunaux, c'est mis en preuve que finalement, euh, effectivement, l'entente, c'était que c'était bénévole et qu'il n'y avait OK. pas de partage de revenus. Mais là, notre demandeur disait Oui, mais on utilise mes éléments. Donc là, le développeur du OK. jeu a dit Ben, écoute, je retire tous tes éléments. Je OK. retire tout ce que tu as fait, les véhicules, le background, ici, ça. Il n'y a plus rien dans Ouais. le jeu qui est à toi. OK. Et vous savez quoi? La Cour a quand même jugé que c'était un enrichissement injustifié et qu'il y avait droit à une compensation malgré tout pour la personne qui devait OK. faire ça de manière bénévole au départ. OK. Ouais. Est-ce que c'est une bonne décision juridiquement parlant? J'ai toutes sortes d'avis sur la question dont on pourrait jaser autour d'une bière. Avec plaisir. Mais ceci dit, c'est quand même un précédent qui existe. Donc, OK. est-ce que faire toujours confiance que c'est des amis puis on va bien s'entendre toujours? Vaut mieux s'entendre quand il n'y a pas d'argent en jeu encore, quand le projet débute. Ouais. Puis ensuite, s'il se passe quelque chose plus tard, ben, on pourrait toujours revoir les termes de 100%. notre entente, mais Ouais. on ne se retrouvera pas avec un risque, une épée de Damoclès au-dessus de la tête que quelqu'un vienne nous poursuivre. C'est pour ça que les investisseurs ou les acquéreurs d'un studio ou même les publishers veulent valider toute cette chaîne de titres-là pour éviter qu'une situation comme ça arrive de nulle part au moment où là, on va avoir Ouais, du ça succès. monte. Ouais, Ouais, 100%. Un NDA et être en bon terme avec quelqu'un, c'est aussi être en bon terme contractuellement parlant là. Rien qu'un NDA pour commencer une relation dans tous les cas, pour être clean dans tous les sens. Je suis complètement d'accord, je peux faire que du pouce là-dessus là. exact. Je saute à la partie 4. On en a parlé rapidement, on a déjà parlé un petit peu, mais la copie, inspiration et clone. Toi, on parle un petit peu de gameplay, qu'il y a différentes limites, que c'est un peu flou. Hem, Est-ce qu'on peut vraiment protéger un concept de gameplay? Ben, en fait, pas vraiment, tu sais, OK. si je reviens un peu à ce que j'ai mentionné tantôt, il y a certaines, des fois, mécaniques intra-jeux qui ont été protégées par brevet, auquel cas, là, il faut faire attention à ces mécaniques-là précises. Dans le cas de Palworld, c'est Ouais. justement certains des choses qui avaient été alléguées, la mécanique de vol à dos de bestioles et ce genre de choses-là. Hem mais sinon, en termes de gameplay, de dire je vais faire un jeu où j'ai un first-person shooter, je ne peux pas protéger le gameplay de manière générale. Un jeu d'exploration, même chose. Si j'ai un jeu de course automobile, même chose. Donc, je dirais que le côté gameplay de la chose dans le jeu vidéo est quand même quelque chose d'assez ouvert pour que Mmh. quelqu'un dise le concept est Mmh. intéressant, je vais prendre cette sauce-là, puis je vais lui mettre un autre skin par-dessus dans un autre univers. Et généralement, on va être dans une zone qui est légale à ce Ouais, moment-là. je comprends. Ouais. Très clair. Dans le cas où, un jeu, un studio copie, un de nos jeux, une licence, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se passe? Par exemple, tu viens de te rendre compte là, je vois d'un thriller qui lance ou un jeu qui sort, on s'est fait copier. Il se passe quoi ça? Ben, en Est-ce fait, ça, c'est un cas, je dirais, qui peut arriver quand même assez fréquemment qu'on fasse. euh, qu'on découvre qu'un studio, puis souvent, ça va être un studio indie ailleurs dans le monde, qui copie notre IP ça de pèse notre indie là. studio indie. Donc là, on est face à justement un studio qui n'a pas fait ses devoirs correctement, puis là, on Hein, doit agir de notre côté en disant, OK, mais là, je fais quoi face à ça? Euh, il y a différentes façons d'agir dans un cas comme celui-là. Évidemment, je dirais que consulter un avocat va être utile au moins pour connaître où se situent à peu près mmh, nos droits. OK. Parce que pour prendre une bonne décision, à savoir est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je fais rien, ou est-ce que, tu sais, faut savoir. Est-ce que c'est Le choix. illégal ou pas, ou est-ce que c'est vraiment dérangeant, Je comprends. insultant, choquant, mais légal? Ce qui se peut aussi. OK. Donc là, on va aller, un, évaluer la situation, et deux, après ça, décider, je fais quoi avec ça? Parce que c'est OK. sûr que si je suis face à un studio basé en Corée du Sud, puis que je dis, ah, elle est pas gentille, je vais aller les poursuivre en Corée du Sud, ça n'arrivera pas. Pas avec les moyens d'un studio qui Ouais, démarre. Donc, si c'est pas via une poursuite, c'est quoi? ouais. Ben là, la beauté dans tout ça, c'est que souvent, ces studios-là vont avoir une présence en ligne sur des plateformes connues, comme Mmh. Steam, Ouais, comme les réseaux sociaux de tout à ce fait. monde. Et là, on va pouvoir avoir des recours, je dirais, beaucoup plus rapides et efficaces en ligne à moindre coût. OK. Donc, par Mmh. exemple,
leur écrire pour commencer en disant Hey buddy, tu sais, disons un nom de jeu qui copie votre nom de jeu, de dire Hey, on a une marque enregistrée, Hmm. Canada, États-Unis, on est sur Steam, on a une protection autour de ça. On comprend que c'est peut-être naïvement, que, tu sais, par négligence que vous êtes arrivé là. Hey, on Mais va s'entendre, on se donne, tu sais, on vous donne 60 jours, changer de nom, puis ça va être cool, tu sais. Fait que ça, souvent, c'est c'est un bon peu ça. le genre de première approche que je vais voir ou préconiser même dans le monde du jeu vidéo. Parce que l'agressivité totale Ouais, n'est pas nécessairement bien vue dans le domaine parce qu'après, c'est un petit monde, les gens en ça reparlent, parle puis vite. Ouais. c'est le genre de mise en demeure qui peut se retrouver même sur Internet, sur Ouais, Reddit, puis là, tout le monde s'en va on sent. démolir le studio agressif. Bon. Fait que souvent, d'avoir une approche tu sais, très conciliatrice comme ça. Après, si on se fait répondre des conneries, là, on pourra changer le Ça ton. change de ton, ouais. Et généralement, c'est des situations qui vont finir par se régler à l'amiable. Ok. Puis tu sais, j'en ai réglé comme Hmm. ça des dizaines et des dizaines pour des studios québécois dans les dernières années qui se retrouvaient, je dirais, des deux côtés Ok. de la barrière. Donc, des fois, nous, on trouvait des studios qui avaient utilisé des noms de jeux ou des noms de studios trop proches du nôtre, qu'on a pris contact puis qu'on a fini par régler le dossier. Et à l'inverse, des studios qui ont reçu des mises en demeure ou des lettres des fois, des studios de jeux vidéo, mais des fois même de grandes compagnies Ok. qui ne sont pas généralement dans le jeu vidéo, mais qui, Ok. disons, faisaient un overreach de leur marque pour venir Ouais, c'est mettre un peu de sable dans l'engrenage. Mais il faut y répondre parce qu'eux ont des ouais. moyens plus gros que le studio. Donc, mais dans tous les cas, c'est très rare que ça devienne judiciaire devant Ok. un juge, que ça se bat jusque-là. 95% des dossiers qui se ramassent sur mon bureau finissent par se négocier, se régler d'une façon ou À d'une autre. l'amiable et Ouais, ok, je comprends. ouais. Ouais, ma dernière question pour boucler, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Je vais en reposer deux en une. C'est bon, à quel moment engager des démarches? Tu sais, tu l'avais un petit peu dit, mais ça, là-dessus, en fait, quand engager des démarches, à quel moment j'appelle Vincent 22 h là en mode j'ai besoin de toi? Et est-ce que ça vaut la peine juridiquement en fait? Et Mais en fait, m'appeler jamais parce que je fais partie de la génération qui déteste parler au téléphone. Donc, un bon vieux Un email, email, c'est ça, très bien. c'est très C'est pas gagnant. intrusif, c'est parfait. Ouais, je suis Ah d'accord non, avec toi. exact. Ouais. Sinon, ben évidemment, je pense que quand on n'est pas sûr, poser la Ouais. question, c'est la meilleure chose à faire. Ok. Puis tu sais, moi, dans l'industrie du jeu vidéo, je fais quand même beaucoup de pro bono, c'est-à-dire en m'impliquant à l'Indie Asylum ou des fois un studio qui est un peu dans le noir puis qui a une question puis qui est comme mon Dieu, je sais pas quoi faire. Hmm. Souvent, on a peur des honoraires des avocats puis ça va coûter cher. Fait que moi, souvent, mon approche, c'est écoute, premier appel, juste me consulter, juste voir, y a-tu quelque chose, là? Souvent, je facturerai pas du tout ça. Ok. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'aime mieux que tu m'écrives, qu'on regarde la Ouais, situation, puis qu'au pire, je te dise, hey, y a rien, tout est je beau. comprends. Puis comme ça, rappelle-moi quand il y aura quelque chose pour vrai, puis là, peut-être que là, il y aura quelque chose à faire. Donc, ne jamais hésiter à s'informer de ses droits, puis un Ouais. peu de voir est-ce que je devrais faire un geste positif pour me protéger? Est-ce que je devrais faire un geste pour me défendre face à quelqu'un? Ou encore, quelqu'un m'envoyer une lettre, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, dans tous les Ouais. cas, faites juste valider juridiquement où la situation se trouve. Puis après ça, il y a moyen de dire, ben, voici une estimation pour ici, qu'est-ce qu'il y aurait à faire ou pas faire. Puis après ça, ça devient un business call. Est-ce qu'on prend le Yes. risque, on prend pas le risque, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on sait pourquoi on le fait On le ou on fait le ou fait pas? pas. Ouais. Juste de dire, je tasse ça du revers de la main, puis je m'occuperai de ça plus tard. Ça, c'est la pire attitude. Puis je l'ai vu du côté des marques de commerce, Hmm. du côté du droit d'auteur. On gérera ça plus tard. Je te file. Je mets ton mail quelque part là. Écrivez un mail directement à Vincent. Good. Mettez le max d'infos là Ouais. et il prendra le temps. Ou sinon, écrivez au clan de la savate sur Instagram ou Aussi, dire je veux parler à Vini Vengeance du clan de la savate. je mettrai, tu sais, je vais remettre le lien ici, je remettrai le Ah vinyle ici, je remettrai. Il faut faire des reviews sur le. Je veux des feedbacks sur sur l'album. Je vois l'heure qui file. J'ai plein de questions encore, mais je vais aller sur l'axe, le dernier, celui qui est un peu controversé dernièrement sur l'IA. ouais. C'est ça, comme je l'avais dit au début, ça avance vite, ça bouge vite. Il y a plein de choses qui sortent un petit peu presque tous les jours, j'ai envie de dire, des fois, au quotidiennement. Pour commencer, sur la première question, si un studio utilise Midjourney, Stable Diffusion, par ChatGPT, peu importe, dans sa production, qui détient réellement les droits? Écoute, cette question-là en soi a fait l'objet de plusieurs panels, articles, conférences que j'ai données, sur lesquelles j'ai été invité, sur lesquelles on me questionne quotidiennement. Et la réponse à ça, elle est vraiment pas simple, OK? Ouais, Parce que
j'ai commencé tantôt, puis j'ai fait exprès. J'ai comme Ouais, planté la graine d'un exact, sujet qu'on allait jaser plus tard. J'ai dit, l'être humain qui crée quelque exact. chose va être propriétaire du droit d'auteur. Donc, le côté être humain de la chose est très important, c'est-à-dire qu'en droit d'auteur canadien, Mmh, américain, puis dans plusieurs pays, on exige encore qu'il y ait une touche humaine dans la création pour mmh, venir dire que le droit d'auteur existe. Au Canada, notre critère, c'est qu'il y a l'exercice de talent et de jugement de la part d'un humain. Donc, à exact. partir de là, une création purement autonome générée par l'IA, techniquement, ne serait pas générateur de droit Je d'auteur. comprends. Donc, j'aurais une image ou un texte, mais sur lequel il n'y aurait absolument pas de OK. droit d'auteur parce qu'il n'y a pas d'humain. Donc là, évidemment, si on est en train de créer un jeu ou de créer peu importe ce qu'on essaie de créer avec l'IA générative, puis qu'on veut qu'il y ait une protection, on dit «Mais non, il y en a une». Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, ce qu'on doit faire, c'est mettre un apport humain suffisant dans le processus Mmh, créatif pour venir dire que c'est pas une OK. création purement autonome. Il y a un humain Qui a qui est venu intervenu. intervenir. Donc, la présence humaine peut se trouver à plein de places. Dans le Mmh, prompt que je vais utiliser, OK. est-ce que j'ai fait un prompt purement mécanique avec, tu sais, personnage, Mmh, ciel gris, nanana, ou est-ce que c'est très peu c'est très technique, en je fait. comprends. J'ai eu une entrevue avec un journaliste ontarien OK. là-dessus il y a 2 jours. Fait que, OK, tu sais, ah ouais, c'est tout c'est frais là. tout OK. frais. Il a écrit un article complet là-dessus, on mettra le Pareil, lien je mettrai aussi. le lien ici aussi, 100%, je le mettrai quelque part là. Hem, donc, mais si par contre, dans le prompt, on est allé avec une espèce de création presque Mmh, poétique de l'univers, du ressenti de la je scène ou de comprends. l'image qu'on veut générer, ben là, juste du côté du prompt, on pourrait avoir mis quand même Mmh, OK. un bon input humain Mmh, créatif d'entrée de jeu. Puis sur le output, ben peut-être que je vais prendre l'output, mais après je vais dire: «Ah, je vais l'éditer, je vais OK, l'ajuster, je vais jouer avec les couleurs». Tu sais, j'ai pris OK. le fichier vraiment brut, mais j'ai joué dessus, je l'ai édité. Ben là, on se retrouve avec quelque chose où on a une présence humaine qui OK. fait que là, j'aurais une protection de droit d'auteur. Et là, donc, ça m'appartiendrait soit Mmh, à moi si je fais ça personnellement chez nous ou à mon employeur si j'ai fait ça dans le dans le cadre de cadre, mon travail. Donc, c'est là où on voit où toutes OK. les règles dont je parle depuis tantôt Ouais. s'additionnent les unes par-dessus les autres. Fait qu'on peut avoir toutes sortes de drôles de résultats. Euh, mais maintenant, ça génère tout un paquet de sous-questions complètement fascinantes. C'est-à-dire, le, ce qui est généré par l'algorithme d'IA Ouais, générative, est-ce que lui-même peut être en violation du droit d'auteur de quelqu'un d'autre? Parce qu'on a vu des cas ouais, où ce qui était généré comme output était en fait des fois une copie presque exacte exact. de matériel qui aurait été Ouais, utilisé comme données d'entraînement. Donc là, c'est pas exact. parce que ça a été généré par une IA générative que ce serait pas par ailleurs en violation des De droits de notre quelqu'un d'autre. Puis ce qu'on voit à l'international en ce moment, c'est que toutes les grandes poursuites contre OpenAI, ouais, contre Google avec Gemini, contre Anthropic, euh, visent presque toutes des violations de droits d'auteur sur les données d'entraînement. ouais, Donc, les exact. textes des grands journaux, le New York Times de ce monde, les grands auteurs, George R. R. Martin de ce monde et Exact. autres. Fait que bref, en ce moment, l'IA générative soulève un paquet de questions, autant sur les violations, sur les données à l'entrée, sur qui détient les droits à la sortie et autres. Fait que c'est pas simple de dire je vais utiliser dans mon projet commercial de jeux Ouais, vidéo de l'IA générative que je vais mettre dans le jeu. Tu sais, je dirais ouais. qu'il faut être prudent. Ouais, c'est la frontière est vraiment, vraiment fine là. Ouais. Comme tu dis, même si tu le modifies dans tous les sens, si à la base, 90 ressemble déjà à quelque chose d'autre existant, Ouais. 100. Ce que j'ai vu, parce que j'ai parlé à beaucoup de Mmh. studios justement pour voir eux, quelle était leur position interne sur Ouais, le sujet. Puis il y a une très grande variation hein, ouais, de ce qui est acceptable parce que là, on joue sur, oui, le juridique, mais on joue aussi sur le côté éthique, presque, tu sais, exact, en termes de philosophie de 100. la création humaine versus l'assistance par un algorithme. Donc, on a des studios qui comme Nintendo, quand ils ont fait leur grand statement de nous n'utiliserons Ouais. jamais l'IA générative, on s'en reparle dans 10 ans. Euh, et des studios qui étaient comme ah, nous, c'est all out. Ben, il n'y en a pas eu Ouais. tant que ça qui ont dit c'est all Non, out parce que généralement, ils ont très mauvaise presse très vite. oui, Mais les studios qui osent parler publiquement de comment ils l'utilisent, ben, souvent, ce qu'on voit, ça va être du côté, par exemple, de faire du concept art, oui, de générer beaucoup ouais, de sources d'inspiration pour ensuite
trouver un peu une voix qu'on aime Exact, bien, puis ensuite dire: «Parfait, je me suis inspiré, maintenant je vais faire de la création originale exact. pour ce qui sera réellement dans le jeu». Donc un peu faire une séparation entre l'inspiration versus vraiment ce qu'on va mettre dans le jeu. Ouais, je suis complètement d'accord. Je vois plein de c'est sûr que les grosses entreprises, il y en a qui en interne sans en parler parce que comme tu l'as dit, ça fait vraiment beaucoup parler, l'IA générative dans le secteur du jeu vidéo. Par ce côté créatif, comme tu dis, et éthique. Beaucoup de studios l'utilisent quand même en interne pour du concept art. Beaucoup de studios indépendants actuellement et faut dire ce qui est, ça aide, ça accélère Ah oui. pas mal de démarches et de choses. Tu sais, je l'ai vu pour du FMC, pour dernièrement ici, pour, et cetera. J'ai un avis très tranché sur d'autres choses, un avis sur d'autres aussi, on pourra s'en reparler autour d'une bière aussi, mais on fera, c'est sûr, un épisode qu'on me le demande souvent, un épisode que sur l'IA générative. On Ouais. en reparlera, mais déjà là, je suis content d'avoir ton input aussi là-dessus et même moi, c'est genre sur le code et effectivement, je partais du principe que tu récupères l'image, tu l'as modifiée, ça a passé, mais c'est vrai que le modèle d'entraînement à la base, c'est genre historiquement où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il tape. J'irai lire ton étude aussi, son article, Ben, définitivement. écoute, sur l'IA générative en soi, je donne des présentations de 3 heures juste sur ce sujet-là. Donc là, Je le on- note. en ce moment, c'est le petit teaser pour les 100%. auditeurs de dire: «Ah, je vais voir cet Qu'est-ce épisode». que c'est parfait, je me le note. Mais écoute, les questions qui sont soulevées tirent dans toutes les directions parce que ça touche, oui, le visuel. Fait qu'on Ouais, parlait de Midjourney parce que souvent, c'est ouais, l'exemple un peu type pour générer du concept art. Mais le vibe coding en oui, utilisant Cloud Code et autres, tu sais, on parle de quelque chose qui a une vitesse de pénétration de marché ouais, complètement phénoménale. 100%. C'est-à-dire que des studios qui n'étaient même pas sur leur radar il y a 2 3 ans, qui aujourd'hui ne vivraient pas sans. Puis 100%. là, évidemment, ça modifie les façons de faire. Ça fait que des fois, des plus petits studios émergent très, très vite Ouais, parce qu'ils utilisent des des outils outils. que des studios, par exemple, de moyenne taille vont se refuser de toucher. Et c'est là où, justement, à un moment donné, il va y avoir un peu la question de se dire, ben, qu'en est-il du joueur moyen? Où va être la Exact. tolérance éthique et À philosophique du joueur l'adoption, moyen à dire, ben, tel jeu, non, il y a eu l'IA générative. Puis on a exact. vu des jeux qui Ouais, gagnaient des prix 100%. et des trophées qui finalement étaient décriés ensuite parce Ouais, qu'on a su qu'il y a de l'IA générative qui a été utilisée pour une image, un frame à quelque part exact. ou autre. Donc, il y a vraiment une réaction très épidermique Ouais. des joueurs là-dessus, là. Je pense qu'on parle du même jeu et c'était même un sous-traitant pour les soirs qui avait utilisé, de l'IA générative sans le savoir, donc c'est vraiment la ligne est fine, Ah, hein. ben là, tu vois, là, tu lèves un autre bon point. Ouais. Est-ce qu'avec les sous-traitants qu'on embauche pour travailler Mmh. pour nous, on devrait avoir des garanties dans notre contrat? Vous n'utiliserez pas d'IA Exact, générative pour les livrables que vous allez faire pour moi parce qu'on n'est pas dans les souliers du sous-traitant quand il exact. crée pour nous. Donc, est-ce que on pourrait se retrouver dans une crise de relations publiques Ouais, à gérer pour quelque chose, une erreur entre guillemets, faite par le ouais, sous-traitant pour quelque chose qu'on ne savait pas? ouais. Ben ça peut vous revenir dans l'angle mort aussi, là. Exact. C'est pour ça que je voulais Ouais. te poser la question pour avoir parce que, je l'ai vu récemment là, mais je pense qu'on parlait du même jeu. Ouais, ouais. Pour revenir sur le, tu parlais des publishers justement aussi, on teasait un petit peu. Quels sont les risques justement contractuels, enfin tu as un petit peu dit récemment, mais contractuellement avec, d'utiliser de l'IA générative? Et est-ce que tu as question, c'est ma question là qui me vient en live, mais est-ce que tu as vu des cas où un publisher, il peut demander s'il y a de l'IA générative qui a été utilisée? Ouais, 100%. Ouais, 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 tu sais, je te dirais que ça devient, des clauses presque OK, standards, là. OK. Tu sais, dans tout ce qui est développement logiciel, l'industrie culturelle au sens très, très Ouais, large, tu sais, autant un ouais, éditeur de livres que de oui, jeux vidéo, que de musique, que de films, que de séries exact. télé, maintenant, vont tous le poser parce que c'est rendu un risque organisationnel. Tu sais, dans le sens où si on a le malheur d'être le studio qui devient la, la Le tête de Turc qui est, sur Reddit et que ouais, tout le monde se met 100%. à bâcher et que là, il se met à avoir des articles sur nous partout, ça va salir le studio, ça va Ouais, salir le publisher, ça va salir les artistes, les gens vont quitter l'entreprise parce ouais, que ça arrive. dans la Ouais, honte vont ouais. vouloir quitter. Fait, je veux dire, les répercussions de ça sont immenses. Ouais. Puis pour quelque chose qui, des fois, peut être mineur dans l'ensemble de Mmh, tout l'effort créatif mis dans 100%. un jeu, cette petite chose-là va faire s'écrouler tout le château. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on voit ces clauses-là apparaître maintenant partout, là. C'est important. Ça, c'est marrant parce que comme tu l'as dit, il y a des studios aujourd'hui se servent de Claude ou de l'IA générative ou de l'IA agentique, pardon, pour s'aider à coder au day-to-day ou pour pas mal de choses. Là, c'est accepté, tu sais. On n'en parle pas trop parce que c'est dans le code et c'est à l'arrière. Mais par contre, dès que on parle de création, effectivement, et puis on le voit dans dans l'édition de livres, dans l'édition de même de films, de séries ou autre. Non, mais ouais, c'est sûr que j'aurais plein de questions là-dessus à te poser aussi, à avoir ton avis. Mais et pour conclure, je t'aurais bien posé une dernière question. Est-ce que pour toi, on va vers une normalisation ou un futur contentieux de l'IA générative?
En fait, je le vois sous 2 angles particuliers, mais je vais prendre un exemple, OK, d'une vieille technologie Ouais, pour faire une analogie à l'espèce de perception publique qu'on a des fois d'outils très puissants. ouais, Fut un temps où la seule façon de prendre le portrait de quelqu'un, c'était de le dessiner ou de le peindre. ouais, Et est arrivée la photographie. Donc, la photographie avec les techniques chimiques, argentiques, de dire exact. avec un négatif, on va prendre un cliché, puis ensuite on va le développer dans le noir dans des produits chimiques, puis ultimement on aura une photo. Ben, on s'entend tous maintenant pour dire que une photographie est une œuvre Ouais, protégée par droit d'auteur. Mais il y a un moment dans l'histoire où on n'était pas si convaincu que ça, puis c'était un peu le démon, la photo, parce OK. que c'était pas créatif, puis ça volait le Mmh. travail des vrais artistes. Donc, au début des années 1900, quand on a un peu Ouais, consacré le droit d'auteur sur les photographies, les photographes étaient une sous-classe de créateurs en termes de droit d'auteur OK, dans la loi. OK. Donc, c'était OK, dans la loi, là. Il y avait OK. moins de droits sur une photographie que Que c'est sur un autre chose, une OK. peinture, un film, de la musique. Et l'idée derrière ça, c'était que c'est pas des artistes au même titre que les autres parce que ultimement, ils ne font qu'appuyer sur un bouton, puis la création, c'est un processus chimique qui se OK, passe dans je une comprends. machine. Donc, c'est moins bon ce qu'ils font. Donc, il y avait certaines sessions automatiques de droit sur les photographies ou autres. Puis, sais-tu, quand ça a été corrigé, cette perception-là? Dans la mise à jour en 2012. 2012. OK. Donc, très récent. Donc Bon, là, donc un espèce de ça biais c'est historique parce c'est que nouvelle technologie qui exact. dérange la façon de créer régulière. Donc, ultimement, on a compris à travers le temps qu'un photographe fait une mise en scène. Ouais. Donc, au niveau de l'input, va L'input utiliser du son talent photographe. et son jugement sur toutes les spécifications de la prise d'image qui va être prise, le type de film, la durée d'ouverture, bon, l'exposition, le cadrage, le choix, tu sais, ce qu'on souhaite signifier avec tout ça. Puis évidemment, à la sortie, ben, l'ajustement de la calibration de De l'image. l'image. Donc, ah, OK, ben finalement, c'était un outil qui était disruptif, mais qu'on a appris à trouver normal Mmh. avec le temps. Et là, on est arrivé avec la photographie numérique. Et Exact. là, encore une fois, au début, Je me rappelle. les vrais artistes qui prenaient de la photo argentique disaient, ben, la photo numérique, c'est le démon. Parce que là, Ouais. tout d'un coup, ça enlève tout le talent, le knowledge que nous, on a de prendre des vraies photos. Puis ça, ils font juste peser sur un bouton, puis ça génère une photo tout de suite. Ça n'a pas de sens. Fast forward quelques Exact. années, est-ce que maintenant on s'offusque qu'un photographe professionnel ait un appareil numérique? Absolument pas. Donc, il y a une espèce de Ouais, normalisation qui se fait des fois de technologie qui transforme la façon de faire, de créer sur un certain médium. Donc là, maintenant, je prends 100%. tout ça puis je te ramène Ouais. sur l'IA générative. Est-ce un outil qui, dans les faits, nécessite quand même de l'expertise créative sur l'input qu'on va te demander, sur la sélection, l'édition à la sortie, puis ultimement, c'est un outil excessivement puissant, ou est-ce que c'est le démon? Fait que là, il y a cette façon-là de voir les choses, de se dire, Exact. ah, OK, est-ce que ça vient pas là nous choquer, mais c'est l'histoire qui se Exact. répète juste avec une nouvelle technologie? Hem, et il y a l'autre côté de se dire, ben là, on est rendu au point où est-ce que c'est une technologie qui dénature juste la Ouais. création humaine parce que ultimement, contrairement à toutes les autres technologies préalables, fait que, tu sais, je me fais l'avocat du diable, je présente Vas-y. l'autre De l'autre côté. côté? Hem, le diable n'est pas vraiment mon client quand je dis je suis l'avocat du diable, juste disclaimer. Non, non, tu raison. Sait-on jamais, hein. Important Non, de non, ça reste mentionner, important, ah, tu fais exact. bien. Hem, donc, de l'autre côté, pour ceux qui vont plutôt être du côté de dire, ben, c'est le mal incarné, l'IA générative, ben, c'est la première fois aussi de l'histoire qu'on a une technologie qui, littéralement, s'approprie toute la création Ouais. humaine depuis toujours, celle qui est Pour accessible en ligne et ailleurs, pour venir se l'approprier et la ouais. recracher comme ça, sans nécessairement apport créatif, juste parce qu'elle a été exposée à tellement de choses qu'elle Mmh. recrache. Et là, un autre article intéressant, si on veut mettre un lien, Il y j'ai aura été plein interviewé d'articles, par un j'aime autre ça. journaliste sur la question de est-ce que l'IA mémorise Ouais. tout le contenu auquel elle était exposée ou est-ce qu'elle le copie Ouais. et elle le recrache en pièces détachées? Et en termes de droit d'auteur, ben, il y a une différence sur la OK. conséquence que ça pourrait avoir. Mais ceci étant, il n'y a rien dans les technologies précédentes dans l'histoire de l'humanité qui a Qui fait ça à une telle échelle. Ouais.
On va voir sur les prochaines années comment ça évolue Ah, quand je te disais qu'on définitivement, peut mais faire 3 heures ouais, là-dessus, là, mais on c'est fera 3 heures, je pense définitivement. ouais, Aussi, ça tiendrait qu'à moi, je le ferais là, mais avec une bière? avec 2 bières, je pense Parfait. minimum. On s'en refait ça avec plaisir. Écoute Vincent, on arrive sur la fin, c'est vraiment cool. J'ai plein d'autres questions, puis c'est sûr que sur l'IA, je pense qu'on en reviendra et puis, tu en feras partie avec plaisir. Merci pour l'échange. Honnêtement, moi, j'ai vraiment aimé. Il y a plein de choses que j'ai appris aussi aujourd'hui. C'est tellement complexe quand même, tu sais, mine de rien, puis ça peut faire peur de loin quand tu parles d'IP ou de protection ou de brevets, de marques. J'espère que ça a pu aider vraiment. Tu as amené plein de choses aujourd'hui, donc je suis vraiment content. Donc encore une fois, merci pour ta présence. Ben, merci à toi pour l'invitation. Puis en fait, merci de manière plus générale pour l'initiative du podcast. Je pense que c'est quelque chose qui est drôlement apprécié par l'industrie, par la communauté du jeu. Fait que merci à toi et à toute ton équipe pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, ça me touche. Vraiment content d'amener un peu puis d'aider au maximum. Donc, et puis encore une fois, merci à des gens comme toi et à toi directement aussi d'être là aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais vous laisser là. J'oublie toujours la fin, puis m'en veux toujours au niveau de la prod. Likez les liens, je mettrai tous les liens, tout ce qui est Instagram, YouTube là, mais on mettra tous les liens sur de l'épisode par contre avec tout ce que tu as pu évoquer. Vraiment fun. Je remettrai le lien du clan de la savate. Allez écouter, puis faites-nous les feedbacks aussi et les retours en commentaire ou en privé directement. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup, Vincent. Merci.